Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette seconde session de formation en ligne pour les coordinateurs 3x3 et promoteurs privés. Pour cette session d'aujourd'hui, le thème principal sera le partenariat et le sponsoring dans le 3x3. Nous aurons trois grands présentateurs. Mohamed Marachi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un expert marocain au niveau du marketing sportif. On aura aussi Oumar Sampil, le secrétaire général de la fédération guinéenne qui va nous présenter le sport business. Et enfin, à la troisième partie, nous aurons la recherche, l'organisation et la planification au niveau du sponsoring pour le 3x3. Donc, pour commencer déjà, j'aimerais inviter M. Mohamed Mariachi à venir nous présenter le cas pratique pour ce qui est de la première partie. Mohamed, si tu m'entends, tu peux commencer ta présentation. Oui, bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez, Olivier? Oui, moi je t'entends. Allô, Olivier? Parfait. Oui, moi je t'entends. Voilà. Voilà. Déjà, dans un premier temps, bonjour à tous. Merci Olivier pour cette invitation. Je tiens à remercier pour bien sûr la FIBA Afrique et Drills pour tout ce travail qui est fait. Je suis un peu depuis un certain temps et puis je le partage bien sûr avec mes amis marocains et puis aussi avec mes amis maghrébins et puis africains. Et c'est toujours un plaisir de partager nos expériences. Donc en fait, je vais tout de suite attaquer la présentation qui est faite en 3 parties. Comme tu l'as signalé au début. Alors, j'essaie juste de partager l'écran. Alors, en fait, moi, comment je vais procéder? Pendant 25 ans, j'ai eu cette chance de travailler sur le basket 3-3 et j'ai vu son évolution après les Jeux Olympiques 92 où il y avait le boom avec Jordan. Et j'ai travaillé avec un bailleur social, c'est un privé, ça veut tout dire. Et c'est pour ça que de temps en temps, on dit que la FIBA, elle a compris une chose, c'est qu'elle a donné la main à tout le monde pour organiser le 3-3. Au privé, bien sûr, les fédérations, ils sont les premières concernées, mais le privé, il a aussi sa place. Et moi, je vais essayer de vous présenter comment ces deux acteurs du sport puissent travailler ensemble en partant sur des expériences. Est-ce que vous voyez l'écran, Olivier? Est-ce que l'écran, vous le voyez là? Je vois l'écran ici à mon niveau. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, en fait, mon intervention, elle sera sur déjà la première chose, c'est sur la notion de partenariat. D'accord? Parce que souvent, on a alors je vais dire ce petit complexe en Afrique où dire oui, on n'a pas les moyens, les partenaires privés, ils ne nous aident pas, on attend beaucoup les institutions, alors que même les institutions peuvent faire avec eux des partenariats. Et moi, je suis parti sur un constat que le basket 3-3, en fait, il peut présenter 3 volets. Donc, j'ai eu déjà l'occasion de présenter ces 3 volets, mais il y a un volet économique qui est hyper important. Moi, ce que j'appelle les fondamentaux du basket 3-3, et qui est une opportunité pour l'Afrique. Bien sûr, il y a le côté sportif, pédagogique, éducatif, social, mais la FIBA, elle a compris, en mettant en place cette mobilité des terrains, cette facilité d'installation, de favoriser le côté économique. Ça veut dire que le basket 3-3, on peut le vendre. D'accord? On peut le vendre à des institutions, on peut le vendre dans le cadre touristique, on peut le vendre à des partenaires privés, on peut le vendre à des organismes de coopération. Et là, c'est pour vendre, par exemple, le côté social. Et c'est pour ça, moi, j'étais parti sur cette constatation. Et ce que j'appelle aussi que le basket 3-3, c'est un couteau suisse. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser sur 5 formes. On peut le présenter lorsque je vais voir un partenaire. Je peux le présenter sur le côté sportif. Je vais développer, par exemple, la pratique sportive dans un quartier populaire. Je peux le vendre dans le côté social. Ça veut dire que le basket 3-3 favorise la cohésion sociale. D'ailleurs, le bailleur social avec qui je bosse depuis 25 ans. Alors, les bailleurs sociaux, c'est comme les HLM. D'accord? En fait, c'est eux, en France, ils construisent, c'est les constructeurs de logements sociaux ou logements économiques. Et comme on sait très bien, parfois, il y a une densité
de population avec des problématiques sociales, avec des problématiques aussi éducatives, les équipements de proximité peuvent participer au lien social, peuvent participer à l'éducation, peuvent participer à l'épanouissement, à plein de choses. Et le basket 3-3, c'était la première activité qui avait eu sa place. Et c'est pour ça que le promoteur, il a essayé de structurer cette activité et la rendre un peu un acteur de sa stratégie commerciale, économique, partenariale, politique. Après, je peux en parler. Quand je dis politique, ça veut dire la relation aussi avec les politiques. Donc voilà. Donc ça, c'est. Alors, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur le challenge Batiger parce que pour moi, en fait, c'est une référence. Mais ceux qui sont curieux, ils peuvent aller. Il y a une page Facebook. On est à la 26e édition. On a 4000 participants et c'est une initiative privée d'un bailleur social en partenariat avec le milieu associatif, d'où l'importance, c'est pour ça que j'ai bien insisté sur le milieu associatif et fédéral, parce que beaucoup de personnes sont avec nous qui représentent soit le milieu associatif, soit des ligues ou les fédérations, et ça peut être un acteur qu'ils peuvent mobiliser sur leur territoire. Aussi le côté scolaire et universitaire, parce qu'on intervient aussi au milieu scolaire, on fait aussi du basket 3-3 au milieu scolaire et on fait aussi du basket 3-3 au milieu universitaire. Maintenant, je vais revenir sur la présentation de tout à l'heure. Hein, donc, voilà. Donc, ça, c'était juste l'introduction. Maintenant, ça vous a donné un petit peu une idée de ce qu'on veut développer. Alors, la notion de partenariat. Donc, lorsqu'on met en place un projet 3-3 et on essaye de le vendre, on ne fait pas de la charité. Moi, je travaille beaucoup avec des étudiants en management du sport et je leur dis, quand vous allez voir un partenaire, ne faites pas la charité. Le sport, et on en parlera tout à l'heure, Simple, c'est un produit qu'on peut vendre parce que c'est parmi ou c'est l'activité ou le secteur le plus médiatisé dans le monde par rapport à la culture ou par rapport à l'art ou par rapport à d'autres secteurs. Donc, nous, on a une main dans la main. Après, lorsqu'on va voir le partenaire, il faut que tout le monde soit gagnant. Le gars, s'il m'aide ou s'il m'accompagne sur le projet, lui, il faut qu'il trouve son compte. Donc, lorsqu'on va voir un partenaire, après je donnerai des exemples, il faut que la première chose, qu'on comprenne sa stratégie. Si je travaille avec des garçons, des jeunes, par exemple des 14-15 ans, et je veux voir un partenaire, il faut que j'ai la même cible. Lui, il a une cible commerciale et moi, j'ai une cible sportive. 14-15 ans, c'est les fast-food, c'est les jeux PlayStation, c'est plein de choses. Je ne vais pas aller voir, je fais un événement 15-16 ans et je vais voir un concessionnaire. Parce qu'on sait très bien que ce public-là, ce n'est pas ce public-là qui va acheter, entre parenthèses, des voitures. Donc ça, c'était juste sur la première démarche quand je vais choisir un partenaire privé. D'accord? Ce que moi j'appelle les stratégies de partenariat. Les arguments pour convaincre. Et on en a parlé, Jean-Marc, la dernière fois, par rapport au dossier. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Par rapport à la crédibilité, par rapport à la cohérence, par rapport au CV. D'accord? Tout le monde parle. Il y a beaucoup de. Moi, j'ai dit, tout le monde dit voilà, moi, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais lorsque vous avez un CV, lorsque vous avez une crédibilité, lorsque vous êtes associé à une institution, parfois, il y a des petites associations qui ont des super idées, mais le fait d'être associé à une fédération, à une ligue, ça leur donne de la crédibilité, ce que moi, j'appelle le partenariat institutionnel. Et puis derrière, on va en parler un petit peu sur les formes de partenariat. Voilà. Alors, là, je vais, sur la deuxième partie, je vais parler un petit peu sur les partenariats de proximité, notamment pour le privé. Il faut savoir que maintenant, les partenaires ne se limitent plus à un simple logo. Ce n'est pas parce que je vais mettre mon logo sur l'affiche ou sur le maillot ou le jour J que je vais convaincre mon partenaire ou mon futur partenaire potentiel. Donc, le basket 3-3, je peux le sortir de l'enceinte sportive. La FIBA, il nous a donné cette richesse, d'accord? Et en plus, tout le monde peut organiser des grands événements du basket 3-3. Je parle au niveau du Maroc, que je connais bien. Le Maroc, il ne peut pas accueillir maintenant un championnat du monde de basket 5-5. Par contre, il peut organiser un championnat du monde de basket 3-3 avec un certain cahier de charge. Il faut juste un bon terrain, d'accord, avec bien sûr les normes. Hein. Olivier, il peut en témoigner. Il y avait une belle édition des Jeux africains avec des beaux équipements sportifs. Sur un parking. Donc, on a la possibilité de mobiliser le 3-3
n'importe où. Ça veut dire que je peux amener le terrain 3-3 sur une grande surface. Je peux amener le terrain 3-3 à la plage. Et quand je dis la plage, là, je vais travailler avec les villes, je vais travailler avec les agences de port, on va travailler avec des agences de tourisme. D'accord? Je peux amener le terrain de basket 3-3 sur le parking d'une concession. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer tout à l'heure les cas pratiques. Donc voilà, donc on a cette facilité d'amener l'événement sportif en général vers l'annonceur ou vers le partenaire privé. Et donc ça, pour vous, c'est un argument. On organise un événement 3-3, et ben oui, mais moi, le fait de mettre mon logo, ça ne me suffit pas. Non, non, on va amener du monde. Et lorsque je vais amener un événement avec de la musique, avec toutes les spécificités et les particularités et les avantages d'un événement 3-3, on sait très bien que maintenant le 3-3, c'est parmi les événements les plus fun, les plus spectaculaires, grand public, et ben, on peut convaincre le partenaire. Donc voilà, donc le côté proximité, pour moi, c'est hyper important et de plus en plus dans les stratégies commerciales des entreprises, ils veulent un partenariat de proximité. Voilà. Donc là, il y avait deux exemples, le salon du basket et Decathlon, je vais vous les montrer après. Alors, je mets aussi un cas, bon, recommande, il y en a qui ont suivi. À un moment, c'est un grand centre commercial. Il a fait d'ailleurs, il a organisé un ou deux événements, Jean-Marc avec Drills dans les halles. Et là, lorsque je vais mettre mon événement 3-3 dans un centre commercial, eh ben, je vais avoir autour de moi peut-être une quarantaine, une cinquantaine d'entreprises qui peuvent être des partenaires potentiels pour moi. Parce que déjà, ils vont avoir la spécificité et la beauté du spectacle du basket 3-3. D'accord? Et là, je suis un petit peu dans le partenariat, comme on avait dit, de proximité. Alors, donc, je l'ai mis. Alors, là, j'ai parlé un petit peu sur les partenariats privés. Maintenant, je vais parler sur le partenariat institutionnel. D'accord? Quand je parle de l'institutionnel, institutionnel, la FIBA a donné la possibilité de nommer les événements en rapport avec la ville. Par exemple, il y a, nous, je vais parler un petit peu en France, l'étape régionale, elle ne prend pas le nom de la région. C'est l'Open de Gérardmer. Donc, c'est un petit peu, j'ai fait le lien avec le Tour de France. Le Tour de France, qui est le 3e événement mondial, il participe à la communication des territoires. Ça veut dire qu'à un moment, lorsque le Tour de France il va passer par Dakar ou par Abidjan ou par Tunis ou par Alger, le producteur du Tour de France, il met dans son cahier de charge certaines stratégies pour valoriser les sites touristiques. D'accord? Donc, il y a les villes qui ont un budget pour communiquer sur leur richesse territoriale. Et c'est pour ça que je fais l'impact. Et donc, le Tour de France, c'est surtout une affaire de villes. Ça veut dire que les villes ou les communes ou les municipalités injectent de l'argent pour avoir un retour touristique et automatiquement un retour économique. Parce que dans le retour touristique, il y a l'hébergement, il y a la restauration, il y a les souvenirs, il y a plein de choses. Donc ça, c'est hyper important. Le basket 3-3, il nous donne cette possibilité. Il nous donne cette possibilité déjà, la première chose, parce qu'on va introduire et on va insérer le nom de notre ville dans la plateforme, l'Event Maker. Hein, la personne qui va à un moment aller voir, mais au mois de juin, qu'est-ce qu'il y a comme événement, il va voir, tiens, c'est la ville de Conakry ou c'est la ville d'Abidjan. Il va cliquer là-dessus, il va voir qu'il y a une richesse. Donc, on fait indirectement de la communication pour un territoire. Donc, ça, c'est important. Alors, la FIBA, elle nous donne aussi la possibilité de médiatiser à travers YouTube, surtout pour les tournois à haut niveau, de donner de la visibilité, hein, parfois même en mettant le nom de la ville sur les panneaux. Donc, automatiquement, lorsque les gens ils vont suivre cet événement et qui est aussi parfois à l'extérieur, parfois on va aller au-delà juste suivre de l'événement, on est un peu curieux et on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a dans cette ville, qu'est-ce qu'il y a comme richesse. Donc, après, bien sûr, il y a toute la stratégie de communication en rapport avec le reportage annexe, ainsi de suite. D'accord? Et puis, la valorisation des grandes places touristiques. Et là, je vais vous montrer quelques exemples où on voit très, très bien, par exemple, le premier championnat du monde en 2012, il était installé sur la grande place d'Athènes. Et puis, Athènes, c'est les Jeux Olympiques, il y a plein de choses. Et donc, la FIBA, dans le cahier de charge, lorsque je sais que nous, par exemple, en France, lorsqu'on veut accueillir un événement, d'accord, il y a un critère, comment valoriser les territoires.
Donc, nous, en Afrique, il y a une richesse énorme avec les plages, avec la montagne, avec des endroits touristiques, avec du patrimoine. Donc, comme je vous ai dit, comme on a cette mobilité de déplacer le terrain 3-3 ou de prendre juste un panier, hein. Moi, j'ai vu des tournois qui sont homologués au deuxième ou au troisième niveau, qui étaient sur des parkings, hein, qui n'avaient pas spécialement besoin le dernier sol qui est homologué par la FIBA, hein. Donc, c'est pour ça que ça, pour nous, c'est important. D'accord? Et je vais essayer alors, dans la dernière partie, de parler un petit peu sur d'autres formes de partenariat et qui sont hyper importants où il n'y a pas le côté. Donc là, j'avais parlé sur la première fois, le partenariat privé. Je ne vais pas détailler parce qu'en 20 minutes, je ne peux pas, mais on prendra le temps après pour ceux qui sont intéressés. Moi, je peux leur envoyer des dossiers. Là, j'essaie de faire une synthèse avec mes cours de la fac de sport pour des étudiants. C'est des modules qui prennent parfois une dizaine d'heures. Donc, ceux qui veulent, il n'y a pas de souci. Vous pouvez passer par Olivier. Je peux vous envoyer les dossiers qui peuvent approfondir cette synthèse. D'accord? Maintenant, je reviens sur des partenariats qui marchent super bien maintenant. C'est le partenariat citoyen. En France, par exemple, il y a un label citoyen pour l'engagement des clubs pro, d'accord. Le basket 3-3, historiquement, c'est un événement social qui permet aux jeunes de s'impliquer, de s'investir, de créer, d'accord. Ça, c'est l'histoire. Il ne faut pas qu'on oublie l'histoire. Il ne faut pas qu'on oublie ce qui s'est passé avant 2010. De temps en temps, on sort ces critères historiques et on essaie de les vendre dans le bon sens. Ceux qui ont suivi le premier forum qu'on avait fait à Conakry, où on avait rajouté la touche, par exemple, artistique, et là, on va partir sur la touche environnementale. On a joué sur le côté social de la pratique sportive du 3-3 pour toucher des partenaires citoyens qui ne cherchent pas la visibilité, d'accord, mais qui vont encourager ou ils vont soutenir une action citoyenne. D'accord? Ou une action parce qu'on implique les jeunes, parce que le basket 3-3 nous donne aussi la possibilité d'impliquer des jeunes facilement sur la table, sur l'organisation, sur l'arbitrage. D'ailleurs, on a bien vu ceux qui ont suivi le projet guinéen avec le forum. Le partenariat affectif. Alors, quand j'ai dit le partenariat affectif, c'est souvent parfois, et on l'a vu sur des initiatives pour Madagascar, où c'est des jeunes qui habillent leur terrain, qui le peignent, qui font plein de choses. Et lorsqu'on voit que c'est des jeunes qui s'impliquent parce qu'ils ont envie de jouer au basket 3-3 à l'extérieur, et ben l'annonceur, parfois, il peut être touché par cet engagement. D'accord? Il dit, ah, c'est vraiment ça parce qu'ils font les jeunes, ils s'impliquent pour leur quartier, ils s'impliquent dans leur ville. Donc ça, je prends le côté social pour le vendre dans le bon sens, et ce que moi j'appelle le partenariat affectif. Et puis, il y a le partenariat de réseau. Le partenariat de réseau, ça veut dire qu'à un moment, il y a des personnes qui vont être plus intéressées par votre réseau. L'événement, il n'est pas énorme, mais ils vont voir que, par exemple, c'est une petite association qui travaille avec la fédération de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Bénin. Ils disent, bah, tiens, nous, ça nous intéresse. Et souvent, et on l'a vu pour l'Égypte, hein, comment ils sont arrivés en premier, ils se sont basés sur des associations de quartier. Et lorsqu'il y a la fédération avec eux, ça leur donne de la crédibilité. Et parfois, il y a des annonceurs qui sont intéressés pour soutenir votre projet parce qu'ils veulent rentrer dans votre réseau. Ça, c'est hyper important. Quand vous allez vendre votre projet, parlez aussi de votre réseau, avec qui vous allez travailler. Ah tiens, moi, je suis soutenu par la FIBA. Moi, je suis reconnu par la FIBA. Ça, c'est un réseau et qui vous donne aussi de la crédibilité. Parce que souvent, les problèmes se retrouvent lorsqu'on commence au début. D'accord? Lorsque c'est des petites associations, on n'a pas les moyens. Et bien, à un moment ou l'autre, il faut qu'on innove un peu dans notre stratégie de partenariat. D'accord? Et puis, le partenariat de la crédibilité, ça, c'est hyper important. Nous, par exemple, une année, on avait pris Decathlon, pas pour qu'il par rapport à ce qu'il nous donne, parce qu'on savait très, très bien que Decathlon, ils n'accompagnent pas n'importe quel événement. Ça, c'était des étudiants. Mais c'est juste le fait que Decathlon soit avec nous, on était sûr que ça va convaincre d'autres partenaires. D'accord? Donc, lorsque vous commencez votre stratégie partenariale, essayez de commencer par des petits partenaires. Ça peut être la pizzeria du coin, ça peut être la petite assurance du coin ou la banque du coin qui va vous donner vraiment de l'indirect. Mais quand vous allez avoir 4 ou 5 ou 6 partenaires, et vous allez maintenant viser le gros lot, un partenaire un peu, une grande surface, une grande marque, et vous allez les voir, vous leur dites, regardez déjà qui nous soutient. Donc, si eux, ils nous soutiennent, ça veut dire qu'il y a de la crédibilité. Voilà un petit peu. Donc là, je vais rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc là, c'est des exemples d'événements qu'on avait fait
d'accord, par rapport à des partenaires, d'accord, comme je vous dis. Donc là, c'était une action qu'on avait fait toujours avec des étudiants. Moi, je travaille beaucoup avec les étudiants. Donc là, c'était un challenge qu'on avait fait pour Toyota. Donc, on a vraiment amené la voiture au niveau du terrain. Donc, ce n'était pas un truc 3-3, c'était un truc de 5-5, juste pour vous montrer les stratégies de communication et de partenariat de certaines boîtes. Là, vous voyez à gauche, donc là, la même chose, c'était un événement 3-3 et on a amené la voiture et on a fait le concours de dunk au-dessus de la voiture. Donc, les gens, ils ont vu la voiture, l'annonceur, il était à côté, donc on a rapproché le privé à l'événement. Et on est allé même aller au-delà, on a même fait du naming à un moment où, après ce challenge, Toyota, ils souhaitaient avoir leur propre. Non, donc ça, c'est. Là, c'était un truc avec Decathlon. La même chose. Donc là, c'est plus dans la communication. D'accord. Donc, c'est hyper important parfois d'associer soit les couleurs, soit les produits du partenaire. Donc là, c'était un tournoi 3-3. Là, on n'avait pas encore commencé à travailler avec les ballons officiels. Hein, donc, sachant que maintenant, c'est pas pour lui faire la pub. Hein, maintenant, Decathlon aussi, il a son propre ballon. À droite, donc là, on a valorisé la ville, le patrimoine. Donc ça, c'est une statue, la place Stanislas qui est connue à Nancy. Et faire tourner un ballon. Donc là, on a valorisé aussi Decathlon. Donc là, c'était vraiment quelques exemples. Voilà, donc au niveau plus de la communication pour valoriser le partenaire. Alors là, c'est hyper important parce que pratiquement dans toutes les villes, il y a des parcs de jeux pour les enfants. Et là, on a amené une animation de basket au mini-basket sur le parking du parc des jeux. D'accord. Donc, à gauche, donc c'était les enfants, on a aménagé le terrain. Donc là, c'était du mini-basket, mais on peut faire aussi un événement 3-3, sachant que la cible, ce n'est pas la même, parce que là, le mini-basket, c'est plus chez les petits. Et après, les enfants, ils sont rentrés dans le parc, ils ont découvert le parc, et ça a créé un moment, le flux, les enfants, ils ont découvert le parc, ils sont revenus, il y avait une action commerciale, le partenaire était pris. Et puis, je termine par le dernier. Donc là, c'est plus la partie restauration. Donc là, nous, on a profité de l'événement d'un championnat du monde pour faire des offres pour un partenaire pizza. D'accord. On a dit, bah, tiens, à l'occasion de l'Open 3-3 de Conakry, bah, tiens, notre partenaire vous offre la pizza à un prix symbolique. Et là, on va créer le flux. Donc là, c'est plus dans des stratégies. Et je termine, et ça sera ma dernière, parce que là, j'ai dépassé le temps. Alors, d'accord. Donc voilà. Donc là, je vais revenir rapidement sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Donc ça, c'est des exemples là, sur la partie économique. D'accord. Bien sûr, un terrain 3-3 au bord de la plage, on peut facilement le vendre à une ville parce que ça amène du monde, ça amène du flux et ça lui fait de la publicité. Donc là, c'était les villes, hein, valoriser les territoires avec le nom de Monaco, avec une grande place. Et pratiquement maintenant, dans toutes les villes, il y a des places stratégiques. Là, c'est les halls. Donc là, en haut à droite, c'est ce qu'ils ont fait drills dans les halls. Et puis moi, j'étais vraiment, pour la première fois, je suis allé les voir, j'ai eu la chance d'aller les voir. C'était impressionnant parce qu'il faut savoir juste que la plupart qui sont là, le public, même s'ils sont venus voir le basket, à un moment ou l'autre, ils vont aller boire un café. Hein. Donc là, ça crée de la richesse économique ou un flux économique. Alors, et je termine là-dessus parce que c'est hyper important sur le partenariat associatif et la mutualisation des moyens et la création des synergies. Alors, le principe ou un des critères du basket 3-3, c'est de travailler ensemble, c'est le partenariat. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est lorsqu'on fait un ou deux événements, on dit comment on peut travailler avec les autres dans le temps. D'accord. Et à un moment, par exemple, on a fait les 10 jours du basket autour d'un événement 3-3. Et on est parti sur le côté social qui favorise normalement, qui favorise le partenariat. Et on a eu notre multiplication qui s'est multipliée par 10 parce qu'il y avait 10 événements. Et on a dit, sur chaque événement, eh ben, on va parler de cet événement 3-3. Au Maroc, la même chose. On a pris, il y avait un concours de dunk, il y avait des séminaires, il y avait des formations au niveau du 3-3. Comme la philosophie du basket 3-3, c'est de favoriser le partenariat, le côté, la mutualisation des moyens. Donc, on a parti sur 20 jours et on a multiplié notre communication par 20. Et puis, le dernier événement qu'on avait fait avec Drills et avec la Fédération de la Guinée. Donc, c'était un forum. On a rajouté la petite touche qui est art, parce que c'est intéressant d'innover. Et bien, cette histoire du forum, alors que beaucoup, les actions, ils existent, hein, ça a attiré tout de suite un magazine français et il a fait un double page sur cette notion du forum et cette notion de synergie. Voilà, je vais m'arrêter là. Juste, donc là, c'était vraiment une certaine synthèse.
Je pense que j'ai dépassé de 5 minutes, donc j'essaie quand même de faire court, c'était pas simple. Et s'il y a des questions, ben voilà. Ou sinon, je ne sais pas, Olivier, comment on procède, si on laisse ça à la fin. OK, Merci. merci, Merci. merci Mohamed. Je ne sais pas si Jean-Marc est là. Je vais lui passer Oui, tout à c'est l'heure. bon, je suis connecté. OK. Je vais dire juste quelque chose avant de te passer la main. Voilà. Merci Mohamed pour nous avoir montré qu'en plus d'être une activité sportive, le 3x3 aussi est une opportunité de business, comme tu l'as démontré. Qui dit business parle aussi de partenariat rentable. Ainsi, beaucoup de nos promoteurs, pour ne pas dire nos coordinateurs, surtout en Afrique ici, on a beaucoup de problèmes au niveau de l'organisation de ces activités-là parce qu'on a très peu de moyens. Donc, je pense bien que ouais, les cours ou bien les informations que Mohamed est en train de nous donner sur l'approche des partenaires sera très utile, surtout pour pouvoir approcher les gros sponsors et les gros partenaires que nous avons ici sur, sur nos différents territoires, afin de pouvoir nous permettre de pouvoir organiser ce genre d'activités-là qui, comme Mohamed a dit, c'est des activités qui sont fun, c'est des activités qui sont comment on appelle ça, urban sport, qui sont dans l'actualité, comme ça, de la jeunesse, dont la cible, du moins, est la jeunesse. Et je pense bien que ouais, si on a une bonne approche au niveau du partenaire, une bonne approche au niveau des partenaires, on peut organiser, ne serait-ce que dans son territoire, de façon régulière, 2 ou 3 activités. Donc, c'est ce que j'aimerais ajouter. Jean-Marc, je te laisse la parole pour pouvoir diriger. Je ne sais pas si tu veux Oui, qu'on passe à alors, la section questions-réponses ou bien tu vas continuer. Donc, je te laisse le micro. tout à fait. Merci, Olivier. Merci à tous. Désolé pour le retard, on était un peu dans les embouteillages. Alors, justement, comme disait Olivier, l'idée, c'est vraiment de voir tout ce qui est capable, tout ce qui peut se faire en termes de sponsoring et de partenariat. Donc, c'est pour ça qu'on a débuté avec notre ami Mohamed Marachi. Jean-Marc, s'il te plaît, tu peux rapprocher ton micro, on t'entend un peu difficilement. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, oui, là, c'est... Voilà. Donc, comme c'est pour ça qu'on a demandé, on a fait ce groupe sur trois parties. Donc, la première partie, c'est vraiment les cas pratiques avec Mohamed Marachi, qui a beaucoup d'expérience sur le domaine et qui nous apporte beaucoup de conseils là-dessus. Ensuite, on a la deuxième partie qui va commencer avec Oumar Sampil, qui est aussi un expert dans tout ce qui est business sport, lié au sport, donc qui fait aussi qui fait des conférences là-dessus. Donc, il va nous parler aussi de tout ce qui est business sportif et comment mettre en valeur le sport à travers le business. Donc, il va prendre la parole tout à l'heure. Et enfin, la dernière partie, qui se déroulera aussi à la prochaine séance, ce sera la continuité, c'est-à-dire les techniques, l'organisation de la recherche de sponsors jusqu'à la fin. Donc, voilà. Donc, là, je pense qu'on va vous laisser 5-10 minutes pour que vous répondre. Si vous avez des questions à poser à Mohamed, qui puisse répondre à vos questions. Et ensuite, on enchaîne avec la partie de M. Oumar Sampil. 10 minutes de questions, pas plus. Bon, étant donné qu'il n'y a pas de questions, je vais juste poser une question à mon niveau à Mohamed, c'est concernant la médiatisation des événements. Tout à l'heure, dans son exposé, il nous parlait de l'opportunité qu'on avait à travers YouTube de pouvoir diffuser nos événements. Donc, j'aimerais lui demander en tant qu'un expert, quels sont les outils basiques qu'il conseillerait à un organisateur pour pouvoir diffuser sur YouTube, et aussi s'il a quelques recommandations au niveau de choses, comme on appelle ça, des graphiques et autres. Ouais, c'est bon, Olivier? Oui, c'est bon. Ouais. Alors, Olivier, en fait, moi, j'ai toujours dit qu'on a autour de nous une richesse, une jeunesse qui est très en avance. Moi, mon fils, il a 13 ans, et à partir de 13 ans déjà, il était très en avance sur les réseaux sociaux. Et là, je reviens toujours sur le côté social éducatif de la pratique du 3-3. Donc, n'hésitez pas à mettre des jeunes avec vous et vous serez étonnés, d'accord, au lieu d'aller voir une grosse boîte de communication qui va vous faire une affiche et qui va vous sortir une facture. Vous allez faire 2 choses. Vous allez faire des économies
et vous allez favoriser le rôle social et éducatif de cette pratique du 3-3. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Après, moi, je dis maintenant, tout le monde peut être producteur de son propre événement. Avant, on attendait que la télé soit là ou que la presse soit là pour qu'on puisse avoir une certaine visibilité et qu'on dise à notre partenaire, bah, vous venez, il y a la télé qui vient. Mais la télé, elle va venir lorsqu'elle va faire 30 secondes d'un reportage. On n'est pas sûr de voir le partenaire. Alors que maintenant, avec des outils, d'accord, où on peut filmer nos propres événements. Moi, par exemple, sur mes événements, je fais 4 ou 5 reportages vidéo différents. Je fais un reportage axé sur Decathlon. Je fais un reportage axé sur Seat. Je fais un reportage axé sur une assurance. D'accord? L'événement, il est le même, sauf que je vais dire aux jeunes, eh ben, tu vas me prendre l'angle du partenaire. Et ce petit film-là, de 4 ou 5 minutes, il va, même pas, moi, on va dire 2-3 minutes, un jeune, moi je travaille beaucoup avec les étudiants. D'accord? Ça, c'est hyper important, j'ai oublié d'en parler. Autour de vous, vous n'êtes pas tous des spécialistes du marketing, vous n'êtes pas tous des spécialistes du partenariat, mais vous pouvez faire des partenariats avec des écoles en commerce, en marketing, des jeunes passionnés du basket qui seront heureux de venir faire le job. Et là, vous allez récupérer ces documents vidéo, parce que je travaille beaucoup avec les vidéos, c'est mieux d'avoir un CD photo, parce que la vidéo, parfois, elle parle, elle donne un sens avec une belle musique. Et avec cette vidéo-là, on peut la mettre sur nos réseaux sociaux. Et si on est bon sur nos réseaux sociaux, et les jeunes, ils le font très bien, on peut facilement toucher une audience qui dépasse parfois les 100 000 ou les 500 000. Et ça, les jeunes, ils le font très, très, très bien. Donc, n'hésitez pas à utiliser, bien sûr, de la vidéo avec des jeunes, parce que c'est des passionnés, avec des axes bien précis, d'accord, avec du professionnalisme. Quand je dis du professionnalisme, ça veut dire bien mettre en avant le partenaire, ne pas déformer, ça c'est des détails, ne pas déformer son logo, faire le valoriser, peut-être l'inviter à un moment, ça c'est hyper important, l'inviter, l'interviewer, parce que ça, c'est tout simple. Hein. Nous, parfois, on fait beaucoup de... On dit, bah, tiens, on va faire un reportage, on aimerait bien avoir le responsable de la boîte qui vient. Mais lui, il ne vient pas pour voir l'événement. Il vient parce qu'il a envie d'être vu. Il va venir pour l'interview. Et bien, finalement, il va découvrir notre événement. Il va découvrir la richesse, comme tu as dit, Olivier. Il va découvrir le côté fun, le côté jeunesse, le côté interactivité avec le public. Et bien là, il dit, bah, tiens, ça, c'est un événement qui est vendeur. Donc, n'hésitez pas, pour moi, c'est les réseaux sociaux. Au bas niveau. Moi, je parle pour les gens qui commencent avec un tournoi, le premier niveau. Hein, vraiment, alors, je ne sais pas si c'est les couleurs. Bien sûr, lorsqu'on va arriver à d'autres niveaux, c'est la FIBA qui va vous aider. Mais moi, je parle vraiment pour les gens qui démarrent. Et ils disent, ben nous, on veut démarrer, on a des idées, mais on ne sait pas comment démarrer, comment valoriser notre événement au niveau communication. Merci, Mohamed. Il y a Pape Abdoulaye Faye qui souhaite poser une question. Il faut qu'il ouvre son micro. Oui. Olivier, tu peux l'ouvrir le micro, s'il te plaît. C'est bon. Allez-y, monsieur Papa Abdoulaye Faye. Allô? On n'entend pas du tout. On n'entend pas du tout. Je pense que c'est la connexion qui ne doit pas être bonne. Est-ce que tu peux écrire ton message dans le groupe, s'il te plaît? OK. Monsieur Robert Ndong, tu peux activer ton micro. Bon. Allô, c'est bon? Oui, allô. Oui, c'est bon. Oui, bonsoir à tous. Bon, merci encore pour cette formation. Bon, moi, je vais poser 2 questions. La première question, c'est sur le fait déjà que
le 3x3, peut-être pas avec les règles FIBA, mais ça, le 3x3, c'est toujours joué dans les villes, notamment nous, chez nous au Gabon. Nous avions eu plusieurs tournois 3x3 avec le partenaire Sprite il y a quelques années. On a eu 3x3 avec, en tout cas, généralement, c'est des partenaires de boissons. Donc, je voulais savoir si maintenant, on le fait avec les règles de l'époque où, par exemple, avant, nous, on faisait l'équipe qui marque le panier. Moi, je parle surtout des règles. Hein. Vraiment, je ne sais pas, peut-être, c'est peut-être pas ça le thème, mais je profite un peu. Est-ce qu'on peut faire le 3x3 avec les anciennes règles, c'est-à-dire, par exemple, l'équipe qui marque conserve le ballon, ou bien il faut dorénavant faire avec les nouvelles règles FIBA, avec tout ce que ça comporte pour que on reste sur la droite ligne, quoi, des nouveaux enjeux, vu que FIBA, le basket 3x3 est maintenant une discipline olympique. Donc, ça, c'est la première question. Deuxième question, puisque nous, on est en train de faire un travail, peut-être que d'ici là, on aura une équipe qui va jouer un tournoi au Congo. Donc, j'aimerais savoir, les jeunes se posent la question, est-ce qu'un joueur qui joue le 3x3 peut avoir des problèmes au 5 contre 5? Est-ce qu'on peut retrouver, par exemple, un licencié FIBA 3x3, le même aussi joue les compétitions 5 contre 5? Vraiment, je profite, hein, je sais qu'on est sur l'aspect marketing, business et tout, mais je profite parce que peut-être que je ne vais pas rester jusqu'à la fin, vu qu'ici, on a le coup-feu Covid. D'accord, voilà. il n'y a pas de souci. Merci, M. Ndong. Alors, je vais répondre rapidement aux deux questions, vu que ce n'est pas… À moins que Mohamed veut dire quelque chose rapidement. Je rajouterai quelque chose sur Sprite. Vas-y. D'accord. Alors, pour la condition, si on veut rester dans le basket FIBA 3-3 pour gagner des points et autres, il faut vraiment respecter les règles de la FIBA. C'est la seule condition que FIBA vous impose. Ça veut dire que quand vous allez utiliser Evenmaker, vous allez automatiquement remplir qu'on appelle ça les conditions d'affiliation FIBA qui vous obligent à utiliser les règles de la FIBA. Donc, les nouvelles règles 3-3 de la FIBA. Voilà. Et la deuxième question qui disait, est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'on peut avoir des problèmes? Non, vous n'avez pas de problème. Tant que vous êtes joueur 3-3 et que vous avez des conditions, vous respectez les règles, les conditions de la FIBA, vous n'avez pas de disqualifiantes et autres, ou des mauvais comportements, vous pouvez à la fois jouer au 3-3 et à la fois jouer au 5-5. J'ai des joueurs, par exemple, l'équipe de France actuelle qui est au TQO est composée de… Tous les joueurs sont des joueurs 5-5 en pro ou en national. Pourtant, ils sont là pour le 3-3. Donc, il n'y a aucun problème que vous soyez joueur 5-5 ou que joueur, et à la fois joueur 5-5, à la fois joueur 3-3. Mohamed, tu peux continuer. Mohamed, tu peux me laisser enrichir ce que Jean-Marc a dit avant que tu termines? Vas-y, allez. OK. Concernant les règles, je pense bien que M. Ndong étant un membre de la fédération, doit savoir que FIBA 3x3 a mis sur pied, comment on appelle ça, l'homologation des événements 3x3 pour permettre aux fédérations nationales aussi de pouvoir récolter des points, du moins des points au classement en fonction de leurs nationaux qui participent à ces événements-là. Donc, ce serait intéressant pour la fédération d'avoir tous leurs tournois homologués, joués selon les règles de FIBA, et pour avoir un tournoi homologué aux choses FIBA 3x3, il faut jouer selon les règles, utiliser Evenmaker pour pouvoir, comment on appelle ça, gérer la compétition et enregistrer les joueurs sur Planète. Je pense bien que si c'est fait ainsi, tout ce qui va être fait au niveau du tournoi Sprite pourra bénéficier à la fédération, étant donné que ça compte dans le classement des fédérations nationales pour le FIBA 3x3. Et dans le second point, concernant le problème entre les joueurs du 3x3 et du 5x5, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut savoir, et c'est ce qu'on dit toujours aux différents acteurs, c'est que les joueurs, lors de leur enregistrement sur Planète, qu'ils utilisent les vraies informations. Parce que cela sert aussi maintenant de plus en plus
à l'éligibilité dans les équipes nationales. Je prends le cas, par exemple, pour quelqu'un qui va jouer pour l'équipe nationale du Gabon lors de l'Africa Cup, son éligibilité se fera selon les informations qu'il aura mis dans le sur planète. Et plus encore, on fait des croisements au niveau de l'éligibilité avec les informations qu'il aura remplies s'il a participé à une ou plusieurs tournois de 5x5. Donc, au niveau de la au niveau de la au niveau des différents, que ce soit 3x3 ou bien 5x5, il n'y a pas de problème. N'importe quel joueur, seulement il faut qu'il respecte les critères d'éligibilité au niveau qui sont les critères de FIBA en général. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Un joueur 3x3 peut jouer le 5x5 pour son pays, de même qu'un joueur 5x5 peut jouer pour son pays aussi un tournoi 3x3. Voilà ce que je voulais ajouter. Mohamed, si tu peux terminer. Alors, moi, je vais juste rajouter que la FIBA elle nous donne une chance énorme. Je pense qu'on est le premier sport ou le seul sport à avoir un petit événement et être dans une plateforme mondiale. Moi, ce que j'appelle le prestige. Nous, dernièrement, grâce à un jeune qui s'appelle Yahya, il est parti dans un quartier, il a mis en place des tournois, il les a mis sur la plateforme. Ce petit quartier-là qui a une petite image un peu péjorative, il a pu être dans une plateforme mondiale. Vous imaginez? Lorsque vous tapez sur FIBA, donc quand vous allez mettre votre tournoi Sprite et vous mettez un petit peu naming Open Sprite de la ville ou du quartier et vous allez l'inscrire sur la plateforme FIBA, et bien là, vous allez avoir du prestige et vous allez valoriser votre partenaire. D'où l'importance qu'il faut se rapprocher de plus en plus des règles FIBA actuelles du 3-3. Parce que là, ça va vous amener beaucoup de choses. Vous allez rentrer dans un réseau, mais en même temps, comme il a dit Jean-Marc et Olivier, vous allez aussi donner la possibilité à vos jeunes d'avoir des points et leur donner peut-être une chance dans quelques années de faire partie de l'équipe nationale ou voire participer à des compétitions internationales. Voilà. Merci. Il y a monsieur alors, je vais voir son nom. Jean-Marc, attention à ton micro, hein, je t'entends faiblement. Ok, c'est bon. Alors, il y a monsieur Plesouka qui a levé la main. Il peut prendre la parole. Oui, alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mohamed, je te dis bravo pour ta brillante présentation. J'ai juste une question à ton endroit qui est de savoir, justement, quand tu parlais un peu des différentes approches pour rentrer en contact, par exemple, avec les potentiels sponsors, tu as évoqué le fait que ce serait bien, dans un premier temps, de pouvoir se rapprocher des petits promoteurs, c'est-à-dire la pizzerière et consorts. Mais généralement, le problème qu'on rencontre ici, c'est déjà, c'est difficile de rencontrer ces personnes. Et donc, je voulais savoir, première question, est-ce que tu as une approche propre à toi qui te permet de pouvoir rentrer en contact avec la bonne personne? Parce que, voilà, même la pizzeria d'à côté, tu demandes à voir le patron, c'est tout un problème. Donc, ça, c'est la première question. La seconde question, qu'est-ce qu'on peut proposer généralement à ce genre de personnes, c'est-à-dire aux petits commerces, pour pouvoir très rapidement les emballer, vu que généralement, ce sont des gens qui sont voilà, à la quête de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Donc, voilà mes deux questions. Ouais, merci pour votre intervention. Alors, moi, la première chose, quand vous allez démarrer les partenariats, essayez déjà de commencer par votre réseau, des gens que vous pouvez facilement avoir. Donc, ça, c'est la première chose. Vous connaissez sûrement dans votre réseau quelqu'un qui peut vous aider. Alors, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Moi, ce que j'appelle les partenariats indirects. Ça veut dire qu'il va vous donner des bons de pizza, il va vous donner de l'eau, il va vous donner des petits porte-clés. Ce n'est pas grave, c'est juste pour que vous ayez des partenaires. Donc, ça, c'est la première chose. Après, quand vous allez attaquer, on va dire, le deuxième niveau de partenaire, essayez d'aller avec un dossier. Ça, c'est hyper important. Parce que si la personne, vous ne pouvez pas le voir, et vous avez un bon petit dossier, bien fait, 2-3 pages, qui va vous présenter qui vous êtes, c'est quoi l'événement, et qu'est-ce que cet événement peut amener à la société. D'accord? Et on restera en bas, vous allez mettre, on restera à votre disposition pour un rendez-vous pour vous expliquer amplement plus en détail le projet. D'accord? Donc ça, je n'ai pas de recette miracle, mais moi je me dis,
commencez par votre réseau et après, quand le gars il va voir le dossier, il va voir que vous êtes déjà soutenu par 3 ou 4 partenaires, bien sûr par l'institution, parce que c'est hyper important. Vous imaginez que quand ce projet-là, nos projets, ils ont la validation de la FIBA. Il n'y a pas beaucoup d'événements, de petits événements de quartier qui ont la validation de l'instance internationale. Et ça, c'est une chose énorme pour nous. C'est pour ça que moi, je conseille souvent aux personnes d'inscrire les projets dans l'Event Maker. Parce que quand vous allez le mettre dans l'Event Maker avec les normes, tout de suite, vous avez déjà Play Event Maker, donc il est dans la FIBA. C'est ça. Et là, vous allez le mentionner dans votre dossier. Et la personne qui va lire dit, ah, c'est un événement qui est quand même dans la plateforme FIBA, qui est soutenu par l'instance internationale. Donc, on peut, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la crédibilité, d'accord? Le partenariat de crédibilité. Donc ça, c'est la première chose. Alors la deuxième question, je ne me rappelle plus. Donc ça, c'était pour rentrer en contact. Vous m'avez dit, ah oui, alors par rapport aux partenaires, moi j'essaie toujours de voir la stratégie, leur stratégie commerciale, comme je vous ai dit. Et c'est hyper important. Je vais vous donner un exemple plus simple. Quand vous allez envoyer un dossier, je demande souvent à mes étudiants de personnaliser les couleurs du dossier. Quand je vais envoyer un dossier à Renault, eh ben, je vais mettre les couleurs jaune et noir. Et la personne, lorsqu'il va voir le dossier avec ces couleurs, il dit, ah, cette personne déjà, elle s'est intéressée à ma charte graphique. Quand je vais envoyer un dossier à McDonald's, je vais mettre de l'orange et du bleu, de l'orange et du jaune. C'est des petits détails qui sont hyper importants. Et je reviens toujours là-dessus, c'est des étudiants qui peuvent vous aider. Donc voilà, ça c'est hyper important aussi de connaître la stratégie de l'entreprise, sa stratégie commerciale. Comme je vous dis, ne faites pas de la charité. Vous l'aidez. Et quand je dis qu'est-ce que je vais lui proposer, par exemple, une pizzeria, je vais lui proposer de lui dire, bon voilà, sur mon site, et Jean-Marc, il peut en témoigner parce que j'ai vu qu'il a fait une opération super intéressante avec des cartes bancaires. Sur mon site, eh ben, moi, je vais distribuer des bons d'achat de réduction sur les pizzas. La pizza, elle coûte, excusez-moi, je parle en euros, ou en dollars, elle coûte $10. Et bien, sur toutes les pizzas, avec ce bon-là, pour les participants, ils vont avoir $2 au mois. Voilà, ça, c'est des bons d'achat. D'accord? Après, ça peut être, par exemple, j'ai vu tout à l'heure une question, amener un stand pour exposer les produits. Parce que comme on est sur une place publique, la personne elle peut être intéressée. Il dit, bah, tiens, après, ça peut être un fichier client. Vous dites, voilà, moi, je vais avoir, parce que l'avantage avec l'Event Marketer, vous pouvez récupérer les adresses email. Et vous dites, voilà, moi, j'ai une centaine ou 200 personnes qui vont participer et je vais vous donner le fichier client. Et ce fichier client, vous pouvez l'exploiter. Après, il y a tellement de choses, mais après, je pense qu'on pourra en parler avec Jean-Marc et je ne vais pas tous les détailler parce qu'on n'a pas le temps pour qu'on puisse vous donner des documents annexes qui peuvent vous donner des idées. Voilà, merci. Merci, Mohamed. Il y a 2 questions qui sont dans la discussion. On va essayer d'aller vite parce que sinon, on va prendre le retard sur la suite. La première question, c'est est-ce qu'un organisateur privé peut organiser des tournois sans l'autorisation de la fédération? Alors, cette question, je pense que c'est Olivier qui répondra à la fin, mais aujourd'hui, la réponse officielle de la FIBA, c'est oui. Mais c'est sous condition que l'organisateur soit quelqu'un de Oui. sérieux. Donc, juste, Olivier, excuse-moi avant de te laisser. Le challenge baptiseur, c'est un promoteur privé et on le fait sans la Fédération française de basket. On a fait le choix de ne pas le faire avec la Fédération française de basket. Donc, et la Fédération française de basket, je parle sur le territoire français, hein, elle nous a laissé libre choix si vous voulez le faire avec la Fédération ou sans. Par contre, localement, il y a les clubs qui viennent, on travaille avec localement parce que nous, on veut vraiment travailler avec des acteurs locaux. Ça, c'est juste la parenthèse. Après, je laisserai pour le reste que je ne maîtrise pas à Olivier. OK. Au niveau de la vive officielle de FIBA, un organisateur privé peut organiser ses tournois sans l'autorisation de la fédération. Seulement si cet organisateur respecte les règles de l'homologation qui sont jouer selon les règles de FIBA 3x3, l'utilisation de l'Event Maker et l'enregistrement des joueurs sur Planète. Et la fédération peut empêcher, pas de façon physique, mais adresser un courrier à FIBA 3x3 qui peut empêcher la tenue de cet événement si la fédération a de sérieuses preuves montrant que cet organisateur-là n'est pas digne de confiance, c'est un arnaqueur.
Dans le cas contraire, la fédération ne peut pas s'opposer à la tenue d'un tel événement. Mais ce que nous, on conseille généralement, c'est que ouais, les fédérations nationales et aussi les promoteurs privés travaillent en symbiose, qui collaborent pour pouvoir, puisque les deux œuvrent pour la même chose, la vulgarisation et la promotion du basketball. Et nous, on veut que ces deux entités-là collaborent pour qu'il y ait plus de développement et moins de, comment on appelle ça, moins d'instructions, moins de querelles autour de ces différents événements-là. Sinon, la Fédération nationale ne peut pas empêcher la tenue d'un événement, la tenue d'un événement d'un promoteur privé. Voilà la position officielle de FIBA. Olivier, si Oui. je me permets, je rajouterai quelque chose. Moi, j'ai cette chance d'être un peu, alors je ne dis pas libre, mais je ne fais pas partie d'une fédération, je travaille avec qui je veux. Moi, ce que je dis souvent aux personnes, il y a des gens qui vont vous amener de l'argent, d'accord? C'est le privé. Et il y a des personnes qui vont vous amener de la crédibilité et de la tranquillité. Ce sont les fédérations et les ligues. Et nous, on fait beaucoup d'opérations au niveau du Maroc, où même il y a des gens qui disent « Ouais, mais ils ne nous amènent rien ». Je dis « Non, non, c'est l'institution. » Effectivement. Il faut qu'on les associe. Au moins, on est tranquille. Il ne faut pas qu'on rentre dans un conflit avec eux. Il faut être diplomate. Il faut les valoriser. Il faut aussi les impliquer. Et après, progresser. Même s'ils s'approprient l'événement, ce n'est pas grave. Nous, le but, c'est que l'événement se passe. Et une fois que vous avez avec vous la fédération ou la ligue régionale, même pour le privé, c'est un gage de garantie, de garantie et de Gage de crédit. garantie. Ah, c'était juste la parenthèse. Non, non, je suis Tout à parfaitement fait. d'accord avec toi, Mohamed. Voilà pourquoi on insiste sur cette collaboration. Voilà, pour avoir en plus la crédibilité et aussi pour pouvoir toucher les partenaires privés qui, dans chaque pays a ses règles. Généralement, si toi, un promoteur privé qu'on ne connaît pas, tu vas démarcher un partenaire privé, à tous les coups, ce partenaire privé va s'informer et voire même peut-être aller s'informer auprès de la fédération. Donc, voilà pourquoi on demande que ces deux entités-là collaborent pour ne pas qu'il y ait des faux coups par derrière ou de mauvaises presses qui ne vont pas dans le sens du développement du basket. En tout cas, je suis parfaitement d'accord avec ta démarche diplomatique et c'est sur ça même que nous travaillons pour encourager les promoteurs privés et les fédérations nationales à collaborer. Merci. Tout à fait. Et je suis entièrement d'accord. Nous, au niveau de Drill, c'est ce qu'on fait. Donc, nous, on a fait le choix de travailler avec toutes les fédérations, quel que soit le pays où on va. Et on a remarqué que souvent, il y a certains partenaires, parce que c'est quand même de gros budgets, de gros événements, il y a certains partenaires qui nous demandent est-ce qu'on a l'aval de la Fédé ou des choses comme ça. Donc oui, c'est quelque chose de très important, même si ça ne vous rapporte pas des sous, même si ça ne vous rapporte pas ce que vous attendez, ça va vous apporter une caution institutionnelle qui peut vous rapporter beaucoup plus que vous n'attendez. Donc, merci. Donc, j'espère qu'on a répondu à la question. Je prends la dernière question et puis on enchaîne avec sans pile. Donc, la question de Monsieur Faye Abdoulaye. Est-ce que vous avez déjà dans vos organisations des tournois vendus l'exclusivité des images pour rentabiliser l'événement? C'est une question à Mohamed. Alors, quand il dit vendre l'exclusivité des images, nous, on vend pas en fait, on vend pas des images. Par contre, on peut vendre l'exclusivité du partenariat. Ça veut dire que j'ai un partenaire, il y a Toyota qui vient, il me dit, moi, je ne vais pas avoir de Renault. Donc, ça, c'est dans les négociations. D'accord? Et parfois, on veut juste qu'on ait mix. Ça dépend de l'enveloppe qu'il met. Nous, on a des packages. Il y a le premier package et il y a le package où il y a l'exclusivité. Si vous voulez l'exclusivité, il n'y a que vous, effectivement, ça coûte ça. Par contre, si vous mettez que parce qu'on a un budget, on ne peut pas mettre un partenaire potentiel en exclusivité et puis fermer les portes pour les autres. Moi, je parlerai plus de partenariat exclusif. Effectivement, ça existe, mais ça, c'est dans la stratégie de partenariat qu'on met en place. Et je reviens toujours là-dessus. Et c'est les étudiants de la fac de sport qui le font. Après, au niveau des images, moi, je ne vois pas l'intérêt
de vendre l'exclusivité des images. S'il y a 4 ou 5 chaînes télé ou maintenant des sites Internet qui veulent vous prendre les images, plus vous multipliez les images, plus vous avez une visibilité intéressante et plus vous allez convaincre votre partenaire. Vous allez lui dire, voilà, notre événement qui a parlé de votre marque, parce que vous étiez aussi parfois le parrain, par exemple, du concours de dunk. Nous, parfois, on vend le naming pour le concours de dunk ou du concours à 3 points ou le Sky. Il y a plein de choses où on peut rajouter le nom. On dit, voilà, c'est le concours de dunk Coca-Cola, c'est le concours de tir à 3 points Zara. Voilà, c'est des exemples. Donc, ça vous permettra de faire de la publicité au maximum à votre annonceur. Voilà, Olivier, Jean-Marc. Ok, oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, je pense que l'exclusivité, ça va se discuter effectivement en fonction du budget, du package que vous avez. Et il y a plusieurs types d'exclusivité, comme disait Mohamed. Et je pense qu'on aura plus d'explications avec la partie de Oumar Sampil qui va bientôt commencer. Et je pense que après sa présentation, vous aurez plus de réponses à votre question, Monsieur Faye. Oumar, est-ce que tu es toujours connecté? Est-ce que tu es connecté? Alors, Je pense bien qu'il m'a dit qu'il allait le faire à travers le compte de Cheikh Oumar Keïta, parce que lui avait un problème de connexion. Donc, Cheikh Oumar Keïta, ton micro est normalement ouvert. Tu peux essayer de l'activer. Allô, Jean-Marc, c'est Cheikh. Oui, salut Cheikh. Salut, il y a Sampil, il a réussi sa connexion. Donc, je pense que tu peux ouvrir son micro. On va essayer. Là, il a réussi. D'accord. Donc, c'est Oumar Kamara. J'essaye. Hop, c'est parti. OK, avant de laisser la place à Oumar Kamara, je voulais juste rappeler que j'ai mis dans le fil de la discussion un fichier Google que chacun devrait remplir avec ces informations. Ça nous permet de faire le suivi. Et aussi, sachez qu'à la fin de cette formation est enregistrée. À la fin, nous allons vous envoyer le lien YouTube de cette formation-là où vous pouvez aller la revoir. Et aussi, pour dire à ceux qui n'ont pas suivi la première séance, la première session, la vidéo est disponible dans notre YouTube, le YouTube de FIBA. Vous pourrez aller regarder cette vidéo de formation là-bas. Et à la fin aussi, vous allez pouvoir suivre cette formation-là, revoir cette formation-là à travers notre YouTube FIBA. Merci. Merci. Olivier, est-ce que tu peux mettre la présentation ou bien Oumar a tous les droits? Oumar, on n'entend pas. Alors, est-ce que j'ai le droit? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend là. Ah, ok, d'accord. Donc, la présentation, c'est qui la met? Attends que je la mette. Est-ce que tu peux essayer de la mettre, Oumar, ou voilà. Toujours pas? Vous la voyez là? J'ai essayé là. Bon, attends que je sorte. Attends, Olivier est en train de partager. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon, moi, j'ai partagé là. Mais s'il peut, moi, je retire. Hein. Non, c'est bon, Greg, garde-la. OK. Non, alors. Non, c'est bon, vas-y. Garde-la. Tu peux descendre. Essaye de la garder. C'est vrai que j'ai pas voilà. Voilà. Je suis. Encore. De descendre voilà. encore? Non, tu peux y aller. Voilà, remonte un tout petit peu. Voilà, remonte. Enfin, descend, remonte, je ne sais pas comment tu… Encore un peu. Ah, peut-être remonter. Voilà, c'est bon. Attends, je vais essayer quand même de mettre la main dessus. Attends. Non, c'est trop remonté là. On dit-moi le numéro de la page. Je vais essayer de mettre la main dessus. C'est la page 16. Voilà, je suis à la page 16 là. Voilà. C'est bon. Alors, on voit bien. C'est la première, hein, la première diapositive. Oui, c'est la première.
Alors, je vais essayer. Bon, si tu peux C'est partager, bon? moi, là, j'arrête de partager pour que tu puisses voir de ton côté. J'arrête de partager donc. Non, non, vas-y, vas-y, le temps que tu sois. OK. J'allais essayer de l'ouvrir. Vous m'entendez? On m'entend? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. OK. D'accord. Alors là, je crois que j'ai remis la main dessus, hein. Jean-Marc? Oui, c'est bon, Oui, j'ai reçu le je lien. peux. Ah, OK, tu j'ai peux reçu m'ouvrir? l'invitation. Oui, oui, attends 2 secondes. Attends, je vais juste demander. Je peux partager. Donc, moi, j'arrête mon partage d'écran alors. Oui, arrête ton partage. OK. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui, on voit ton écran là. Oui, moi, je vois ton écran, oui. C'est bon. Alors, on y va et c'est parti. Moi, je peux partager. C'est bon, Oumar, tu le Oumar, tu fais. peux utiliser le mien. OK, donc tu peux aller. Alors, tu peux descendre. Voilà. Donc moi, Oumar Sampil. Secrétaire général de la Fédération guinéenne de basket. Donc, moi, je vais vous parler de vision en général. En fait, le sport, il y a deux visions. Tout à l'heure, Mohamed l'a dit, il y a la vision qui est plutôt sociale, où on va avoir des partenaires qui sont plutôt des partenaires sociaux, et vous avez la logique qui est plutôt business, où vous allez voir des entreprises qui ont pour objectif de faire un chiffre d'affaires. Mais le sport a ces deux visions. Et le 3-3 utilisait le sport énormément dans la vie sociale. Et donc, la logique de Platon était que le sport était un sport était une logique de santé. Donc, on faisait du sport pour la santé, que c'était pour tout le monde. Donc, tout le monde avait accès au sport et que c'était les valeurs de l'éducation et de l'olympisme qui primaient. Donc, comme vous avez les JO qui valorisent les valeurs de l'olympisme, les valeurs de l'éducation, le sport de santé, le sport de masse, c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps dans les ministères des sports. Donc, la priorité des ministères et de tout ce qu'on appelle du sport public, entre guillemets, c'est tout ce qui est lié au sport santé, au sport de masse, à l'éducation, l'olympisme. On le retrouve aussi pour le sport scolaire. Donc, tout ce qui concerne le sport, je dirais, social, le sport et du sport business. Là, vous voyez, par exemple, une bataille navale. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'eau dans l'arène, on va mettre des bateaux et on va chercher le spectacle sportif. Donc, à partir du moment où vous avez l'envie d'aller voir un film, du cinéma, par exemple, ou un match, c'est la même chose. Vous êtes dans le spectacle. Donc, l'objectif du sport business ramène au spectacle sportif. L'objectif du sport social ramène au sport éducatif. Le sport est un outil d'éducation, un outil de santé et un outil de cohésion sociale. Ça, c'est le sport social. Et le sport business, le sport est un outil économique. Le sport a pour objectif de créer de l'émotion. On est dans du spectacle sportif et ça nous ramène au sport de haut niveau. Donc, dès que vous avez compris ces deux visions du sport, vous avez compris le sport. Les deux visions du sport. Deuxième mot. Allô, allô. On ne m'entend plus.
Ah là, voilà. Donc, la notion du sport, nous, on va s'occuper de celle qui concerne le spectacle sportif, donc c'est-à-dire le sport business, où l'objectif est de faire de l'argent. Donc, c'est pareil dans le 3-3. Dans le 3-3, vous avez soit vous faites du 3-3 pour créer de la cohésion sociale, donc sur les territoires, dans les écoles, dans les zones sensibles. Donc, l'objectif du 3-3, quand vous allez monter votre dossier, ça va être vraiment avec cette vision-là, cette vision sociale, alors que pour d'autres, c'est réellement du business et de faire de l'argent. C'est-à-dire que je vais voir des sponsors, je vais valoriser leur image. Le sponsoring, c'est valoriser l'image. D'accord? Ça nous ramène au marketing, qui est une notion de sensibilisation par rapport à un produit. Donc là, je vais valoriser l'image, je vais valoriser l'image d'un partenaire ou d'un annonceur. Donc, l'objectif du sport business, il est là-bas. Maintenant, on va rentrer dans le secteur du sport business et on va voir les différents secteurs qui existent dans le sport business. Dans le sport business, vous avez généralement 3 secteurs qu'on a différenciés en 4 secteurs. Et que le sponsor, c'est Nike, vous savez, l'industrie du sport et dans la confection d'articles. Voilà. Donc, vous, quand vous allez faire un événement, il faut d'abord que vous sachiez vers quel acteur vous... Ensuite, vous avez les stations, les centres de loisirs, les bases de loisirs. Donc, voilà, ça, c'est un autre acteur. Donc, ça aussi, c'est un secteur d'activité qu'on retrouve dans le sport business. Et il faut savoir que quand vous organisez une promotion, vous voulez organiser un 3-3, ben le centre aéré peut vous sponsoriser, donc peut utiliser votre tournoi 3-3 pour valoriser son image, donc il devient annonceur. Donc l'acteur du sport business qui est la société de tourisme, le centre de loisirs ou le centre de fitness devient annonceur pour votre événement. Et donc là, c'est un autre acteur du sport business. Ensuite, vous avez évidemment les clubs amateurs et les clubs professionnels. Les clubs de foot, les clubs de basket, les clubs professionnels sont des acteurs du sport business. Ce sont des sociétés anonymes sportives professionnelles. Donc, à partir du moment où vous parlez de société, sachez que vous êtes dans le sport business. Quand vous créez une société, c'est pour faire du chiffre d'affaires. Donc, que vous soyez dans l'industrie du sport, que vous soyez dans le tourisme et les loisirs, que vous soyez dans les clubs professionnels, vous avez affaire à des sociétés. Et ces sociétés-là ont pour objectif de faire de l'argent et peuvent devenir des annonceurs. Je suis dans ma ville, j'ai un club de foot, ou pardon, un club de basket qui est en première division. Mais le club de basket peut sponsoriser et je vais devoir valoriser cet annonceur. Parce que les clubs qui devient aujourd'hui donc, je cherche à valoriser son image à travers mon tournoi 3-3. L'événementiel, c'est tout ce qui regroupe l'organisation d'événements. Vous avez des sociétés aujourd'hui qui sont spécialisées dans l'événementiel, qui organisent événements et qui peuvent, eux, mettre en ou avoir. Vous avez dans le sport business plusieurs secteurs. Et ces secteurs-là, vous les retrouvez partout dans le sport. Partout où vous irez, vous retrouvez ces acteurs-là pour les différencier. La plupart du temps, en fait, on a du mal à différencier les acteurs du sport. On parle de sport, mais on n'arrive pas à savoir qui fait quoi et qui est qui. Et donc, aujourd'hui, vous avez une diapositive qui vous montre que le sport
à 3, voire 4 secteurs d'activité. Et j'ai oublié même un 5e qui est la santé. Mais la santé, on le retrouve plutôt dans les clubs sportifs et amateurs. C'est-à-dire que vous avez souvent des médecins, des kinés qu'on retrouve dans ce secteur d'activité, les clubs sportifs. Je fais le parallèle avec les secteurs de économiques qu'on retrouve dans la vie de tous les jours, dans les sociétés. Vous avez le primaire, le secondaire et le tertiaire. Mais dans le sport aussi, c'est la même chose. Vous avez le primaire, le secondaire et le tertiaire, mais qu'on retrouve autrement. Donc là, aujourd'hui, vous avez ces différents secteurs, ces différents acteurs qu'on retrouve dans différents secteurs. Et chaque secteur, que ce soit l'industrie, que ce soit le tourisme, que ce soit les clubs amateurs, que ce soit l'événementiel, on retrouve des métiers. Donc, dans chaque secteur, on retrouve des métiers. Donc, quand vous prenez l'industrie du sport, vous allez retrouver les vendeurs d'articles de sport, par exemple. Vous allez trouver les managers de magasins. Donc, ça, ce sont des métiers qu'on retrouve dans le secteur de l'industrie et de la distribution. Vous prenez le tourisme et les loisirs sportifs. Dans les salles de fitness, vous allez trouver des éducateurs ou des entraîneurs. Vous allez, par exemple, trouver dans des bases de loisirs des directeurs de centres de loisirs. Donc, ce sont des personnes qui travaillent dans les clubs professionnels. Vous allez retrouver qui? Vous allez retrouver les joueurs, les sportifs. Vous allez retrouver les managers généraux. Vous allez retrouver les médecins. Vous allez retrouver les directeurs sportifs. Vous allez retrouver les agents de jeu, tout ce qui est lié à la fiscalité, à l'administration du club. Donc, vous allez trouver des financiers. Donc, dans chaque secteur d'activité, vous retrouvez des métiers. Dans l'événementiel sportif, c'est pareil. Dans l'événementiel sportif, vous allez retrouver des logisticiens, vous allez retrouver toutes les personnes qui sont chargées d'installer les structures, le matériel, comme dans les spectacles, par exemple. Vous allez avoir des monteurs de scène, vous allez avoir des spécialistes de light, vous allez avoir des spécialistes du son, vous allez avoir des DJ que vous retrouvez dans l'événementiel et vous aurez des acteurs. Vous allez avoir, sans oublier, les speakers. Donc, ce sont des personnes que vous retrouvez dans ce secteur d'activité. Donc, il faut bien comprendre que le sport business renvoie, un, au secteur d'activité, deuxièmement, au métier. Et quand vous allez avoir affaire à des partenaires, il va falloir différencier tous ces acteurs. Et quand vous allez voir, par exemple, un partenaire, il faut savoir dans quel secteur il se trouve. S'il se trouve dans le secteur du sport, il va falloir savoir pourquoi il va vous accompagner et quel est son objectif. Et si vous ne connaissez pas les acteurs du sport, si vous ne connaissez pas les différents métiers du sport, c'est plus compliqué à monter des dossiers de sponsoring. D'où il est très important de connaître les différents secteurs de sport. Merci. La suivante. Donc, moi, j'ai pris par exemple l'organisateur événementiel. Donc, l'organisateur événementiel, ce que vous faites en organisant un événement 3.3 revient à faire quoi? À concevoir un événement. Donc, vous devez étudier la faisabilité, donc le budget, avoir les autorisations administratives, mettre en place un comité de pilotage. Et donc, ça, c'est un métier qu'on retrouve dans le secteur de l'événementiel. Donc, quand vous faites un événement 3.3, vous avez besoin de savoir ça. Quand vous faites un business plan, quand vous faites votre événement, s'il n'est pas cohérent, votre événement, il va nulle part et vous n'aurez pas de partenaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on va le voir tout à l'heure sur les modèles économiques, votre événement, il doit être rentable pour qu'on puisse vous accompagner. Si votre événement, il n'est pas rentable, dans ce cas-là, c'est un événement qui rentre dans la catégorie sociale, éducation. Donc, l'objectif n'est pas de faire de l'argent. Donc là, il faut bien faire la différence par rapport à ces deux types d'événements. Vous avez des 3.3 qui peuvent être utilisés pour faire du social, de l'éducation ou même pour la santé. Et vous avez des 3.3 où l'objectif, c'est de faire du chiffre, c'est de valoriser les annonceurs. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux. Et donc, quand vous allez proposer votre projet à des partenaires, il faut bien faire la différence avec vos partenaires qui deviennent vos bailleurs de fonds. Donc, si par exemple, c'est un projet social, il ne faudra pas présenter l'événement comme un événement business où l'objectif, c'est de valoriser l'annonceur. Tous les événements valorisent les annonceurs, mais l'objectif, il est différent. L'annonceur, par rapport au sport business, au business plan, il va vous demander que votre événement soit rentable. Ça, c'est normal. Vous devez le présenter si c'est un investisseur. Parce qu'aujourd'hui, le 3.3, à la manière qu'on a vu pour la bowl, devient une industrie où, à un moment donné, vous allez avoir des investisseurs. Vous allez organiser des événements 3.3 pour qu'ils soient rentables, pour que ça vous rapporte de l'argent. Parce qu'on crée des sociétés. Quand vous créez une société quelque part, c'est pour que vous gagnez de l'argent.
Et il est très important de le comprendre, que vous n'êtes plus dans le social quand vous créez une société. Et quand vous êtes un organisme privé qui organise un événement 3-3, c'est pour gagner de l'argent. Donc, il est très important de concevoir son événement, l'étude de la faisabilité par rapport à ça. Ensuite, la coordination des équipes. Ça, c'est très important quand vous êtes un organisateur d'événements. Coordonner votre équipe, sécurité, terrain, communication, commercial, administratif et transport. Vous devez mettre vos équipes en place et c'est très important. Comme par exemple, vous organisez un événement, si vous n'avez pas vos équipes vous n'y arriverez pas. Ensuite, le jour J, la maintenance technique, la régie et la gestion sportive. Donc, ça, c'est très important. Pourquoi je vous montre cette diapo? Par rapport au fait que vous êtes organisateur d'événements, c'est tout ce que vous devez savoir en tant que métier d'organisateur. C'est un exemple que j'ai pris dans le secteur de l'événementiel. Ensuite, le bilan. Le bilan, on l'oublie assez souvent quand on est organisateur d'événements, mais c'est ce qui va vous permettre de pérenniser votre événement. Quand vous faites un événement, ce n'est pas un one-shot. Il faut pouvoir le pérenniser. Et quand vous le pérennisez, quand vous avez fini votre événement, c'est ce que vous allez montrer aux partenaires. Donc, vous allez faire une réunion pour faire un bilan organisationnel. Comment l'organisation s'est passée? Bilan commercial, qu'est-ce que ça vous a rapporté? Bilan financier, est-ce que vous êtes en perte ou en bénéfice? Moral, comment les personnes ont accueilli votre événement? Politique, parce que quand vous organisez un événement, forcément, vous avez des politiques qui sont derrière, que ce soit sur un territoire, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional. Les politiques, la plupart du temps, sont investis dans votre événement parce qu'il y a des actions derrière qui les valorisent. Et ensuite, sportif, évidemment. Le bilan sportif, est-ce que votre événement a permis d'avoir une qualification sur les championnats du monde? Est-ce que votre événement a valorisé des sportifs de haut niveau? Donc, il est très important de savoir ça. Voilà. Donc, suivante. Merci. Juste pour reviens sur la deuxième. Encore. Reviens. Merci. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous ai présenté… Non. Voilà. Je vous ai présenté le métier d'organisateur événementiel qui se présente dans le secteur de l'événementiel sportif. Donc, il faut bien comprendre que le sport business a plusieurs secteurs. Ensuite, continue. Suivante. Suivante. Je ne m'entends pas. Voilà, merci. Maintenant, je vais rentrer dans ce qu'on appelle le modèle économique des organisations du spectacle sportif. Donc, sur la première diapositive, on a vu qu'il y avait deux types de logiques de sport. Vous avez la logique sociale et la logique business. Et la logique business, ça revient au spectacle sportif. Donc, le spectacle sportif nous amène forcément à développer des modèles économiques. Généralement, quand on parle de modèle économique, ça signifie comment gagner de l'argent. Je prends le modèle économique d'un boulanger. Le boulanger, la manière qui lui permet de gagner de l'argent, c'est de vendre du pain, de fabriquer et de vendre du pain. C'est ça son modèle économique. Maintenant, comment aujourd'hui, votre organisation sportive, qui est une société de spectacles sportifs, puisque vous êtes organisateur de 3-3, gagne de l'argent. Donc, le moyen de gagner de l'argent, dans les modèles économiques qu'on connaît dans les organisations sportives classiques, ce sont les droits télé, la billetterie, le commerce et le sponsoring. Quand je parle des droits télé, si votre événement est médiatisé, on vous paye des droits pour diffuser votre compétition. Vous pouvez vendre vos droits à une télé. Je prends par exemple la Baule dernièrement, elle vend ses droits à Canal+. Je prends la Ligue des champions de football, elle vend ses droits. Donc, vous, en tant qu'organisateur d'événements, vous avez le droit de vendre votre événement, donc d'avoir de l'argent grâce aux droits télé. Ensuite, la billetterie. Bon, ça se discute un peu moins dans les tournois 3-3, où les gens ne payent pas forcément l'entrée pour assister à un match 3-3. Mais à long terme, ça peut arriver. Plus votre événement sera coté, plus les gens voudront assister à votre événement et donc vous mettrez en place une billetterie qui peut vous rapporter de l'argent. Ensuite, tout ce qui est lié au sponsoring et au commerce. Quand je parle de commerce, évidemment, c'est les produits dérivés. La vente de t-shirts. Quand vous organisez un événement, vous allez produire soit des t-shirts ou soit des objets que vous allez revendre. Le but, c'est de faire de l'argent. Je vais faire la promotion de mon événement. Donc, tout ce que vous pouvez vendre à travers votre événement qui porte le nom et qui devient une marque, faites-le. Donc, c'est ce qu'on appelle le commerce et ça rapporte de l'argent. Aujourd'hui, je prends par exemple un tournoi 5-5 qui rapporte de l'argent, le Quai 54 gagne de l'argent parce qu'ils vendent des produits dérivés. Donc, vous, quand vous allez organiser votre tournoi 3-3, vous allez pouvoir gagner de l'argent
en vendant des produits dérivés. Et tout ce qui est lié au sponsoring, évidemment. Quand on l'a vu tout à l'heure, quand vous allez voir un annonceur, il va vous donner de l'argent. Donc, ça vous rapporte de l'argent. Donc, c'est de là qu'on parle de sponsoring. Et c'est très important. N'allez pas voir n'importe quel sponsor. Allez voir un sponsor qui correspond à votre logique ou au projet que vous mettez en place. Et il est très important que plus votre projet va correspondre à sa logique ou je dirais tout simplement à ses besoins, parce que l'annonceur va vous donner de l'argent contre une valorisation d'image. Et cette valorisation d'image aujourd'hui va lui permettre, lui, de trouver son compte et vous aussi. Sinon, ça s'appelle du don. Donc, si vous, par exemple, vous allez voir un annonceur et vous lui dites « oui, sponsorisez-moi pour faire plaisir aux enfants », hop, on rentre dans la logique sociale. Aujourd'hui, non, j'ai une capacité de mobilisation de 1000 personnes. Si vous sponsorisez mon événement, vous aurez accès à 1000 personnes et ces 1000 personnes sont vos potentielles cibles parce que vous avez un produit à vendre. Aujourd'hui, moi, je vends des baskets. Si j'ai créé une marque, mon objectif aujourd'hui, c'est de toucher ma cible. Ma cible, je vais la trouver à travers un tournoi 3-3. Donc, si jamais une personne vient me voir en me disant « j'organise un tournoi 3-3 et moi, j'ai 1000 personnes », donc moi, aujourd'hui, en tant qu'annonceur, j'ai 1000 personnes cibles à toucher. Et donc là, ça m'intéresse. La manière dont on m'a présenté le projet m'intéresse. Donc, les sponsors, ce sont les annonceurs que vous allez chercher. Et donc, c'est ceux qui vont vous rapporter de l'argent. Donc, à la fin de votre tournoi 3-3, vous avez eu de l'argent grâce aux droits télé si votre événement a une forte audience. La billetterie, si votre événement, vous avez pu le commercialiser, les gens payent pour venir le voir. Le commerce, évidemment, si vous avez vendu des produits dérivés. Et évidemment, les annonceurs à travers le sponsoring. Et c'est ça qui vous fait gagner de l'argent dans votre événement. Suivant. Voilà. Donc, quand on parle de sources de financement, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui rapporte de l'argent. Donc, je vous ai schématisé des tableaux qu'on retrouve dans différentes organisations, notamment sportives, le football. Mais vous, 3-3, au même titre qu'une fédération ou une ligue professionnelle, aujourd'hui, vous avez un événement que vous pouvez commercialiser. Donc, on parle de la commercialisation d'un événement. Donc, aujourd'hui, les droits télé vous rapportent de l'argent. La billetterie, normalement, vous rapporte de l'argent lors des matchs. Et ce qu'on appelle vente de produits dérivés, publicité, naming. Donc, c'est donner le nom à son tournoi. Souvent, on l'oublie, mais un sponsor, il aime ça. C'est-à-dire que quand vous dites, par exemple, j'organise le tournoi 3-3 Nike, vous avez fait du naming. C'est-à-dire que j'ai donné le nom de mon tournoi à la société, à l'annonceur. Et ça, vous le vendez, vous pouvez le vendre. Donc là, on n'est pas dans le cas d'acquisition de stade, ni dans la vente de joueurs. Donc, c'est le modèle qu'on retrouve dans les organisations sportives, de clubs professionnels aussi. Donc là, vous avez un schéma où vous voyez, par exemple, la répartition des droits télé au-dessus, selon que vous êtes premier ou deuxième du championnat. Vous avez aussi la répartition des revenus du football professionnel, par exemple, de Ligue 1. Donc là, on est réellement dans le sport business. La Ligue 1, par exemple, rapporte beaucoup d'argent avec les droits télé. Dans le 3-3, ça ne sera pas forcément la même chose. Ce qui va rapporter de l'argent, ça sera le sponsoring et le commerce et le merchandising. Et vous avez la plupart du temps aussi des subventions. Des subventions qui peuvent être données si votre événement il a une valeur sociale, par exemple. Les mairies aiment bien financer ce type de projet. Suivant. Voilà. Donc, quand on parle de sport business, on ne le cache pas, on parle d'argent dans le sport. Donc, on parle du cercle vertueux de l'argent dans le sport. Donc, quand vous parlez du cercle vertueux, ça veut dire que vous parlez d'argent et de sport. Donc, généralement, l'argent amène le développement de la discipline, amène à la professionnalisation de la discipline et amène à de meilleures performances. Ce qui va nous amener à parler, diapo suivante, de cercle vertueux du sport. Diapo suivante, voilà. Donc, quand vous organisez votre événement, si votre événement a du succès, il y aura plus de visibilité, donc il y aura plus d'annonceurs qui vont se bousculer, donc il y aura plus de revenus pour l'organisateur qui est vous, il y aura plus de revenus aussi pour les participants, parce que vous allez pouvoir mettre les personnes qui participent à votre tournoi dans de meilleures conditions, et donc vous allez améliorer la compétition, et donc vous allez
Et si vous arrivez à ça, ça veut dire que votre événement complet. Ah, c'est dommage. On a perdu un peu Oumar. Allô? Allô? Allô, ouais, là, on t'entend. Je crois on t'a perdu quand tu parlais de plus de revenus des participants. Ah, oh, je reprends tout. Alors voilà, donc quand vous êtes sur un événement, il y a ce qu'on appelle le cercle vertueux. Donc, je répète, plus votre événement a de succès, plus il a de visibilité, plus vous attirez des annonceurs, donc ils vont vous sponsoriser, plus vous avez de revenus pour l'organisateur, donc l'organisateur va gagner de l'argent, et plus vous avez des revenus pour les participants. Quand on parle de revenus, ça peut être plusieurs formes. Ça peut être de l'argent, donc le cash money sera. Ça peut être aussi du matériel. Vous aurez des équipements à donner aux joueurs, donc auront une meilleure qualité pour compétir. Et donc, forcément, vous allez améliorer la compétition. Et donc, forcément, la notoriété de l'événement va augmenter. Et donc, l'objectif de toute création de société événementielle a ça pour objectif, c'est-à-dire d'être dans le cercle vertueux. Diapo suivante. Voilà. Donc, après, il y a ce qu'on appelle aussi le cercle vicieux. Donc, attention, votre événement, il peut vous rapporter beaucoup d'argent, mais attention, cet argent aussi peut avoir des effets négatifs. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle le cercle vicieux du sport. L'argent amène les sportifs à chercher à gagner. Donc, on va favoriser, attention, le dopage ou à la tricherie, des paris sportifs truqués. Et là, on est dans la chute. Donc, attention, l'argent favorise le dopage, l'argent favorise la tricherie parce qu'on veut améliorer les performances. Et là, on risque d'être dans la chute de l'événement. Et donc, ce qui nous amène à parler de ce qu'on appelle le cercle vicieux. Donc, votre événement aura moins de succès, il y aura moins de visibilité, il y aura moins d'annonceurs, il y aura moins de revenus pour l'organisateur, il y aura moins de revenus pour les participants. Donc, la baisse de la qualité et votre événement disparaît. Et donc, quand vous êtes organisateur d'événements, c'est ce qu'on essaie d'éviter. Donc, attention à la bulle spéculative. Quand votre événement gagne de l'argent, vous avez le risque d'être dans ce qu'on appelle le cercle vicieux. Et donc, aujourd'hui, toutes les fédérations internationales ou les organismes sportifs essayent de protéger au mieux leur événement pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle le cercle vicieux. Voilà. Donc, suivante, je pense que c'est bon. Là, je vous ai fait très brièvement une petite présentation du sport business, c'est-à-dire les deux visions du sport, social et business, et surtout les acteurs, les différents acteurs qu'on retrouve dans le sport et les métiers qu'on peut trouver, notamment le responsable événementiel et ce qu'est le cercle vertueux et le cercle vicieux du sport, notamment dans l'organisation d'événements. Voilà. Merci Sampil pour cette présentation. Alors, on laisse une dizaine de minutes pour répondre aux questions. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Bah après, je n'ai pas eu trop de temps, obligé d'aller très, très vite. Mais il y a vraiment des choses qu'on doit voir en détail, beaucoup plus si on a le temps, vraiment sur les secteurs du sport, pour vraiment permettre aux acteurs, aux organisateurs d'événements de cibler leur potentiel annonceur. Ça, c'est très important. On peut le remettre sur la prochaine présentation. Oui, bah alors là, je détaillerai beaucoup plus. Donc, ça sera… J'essaie vraiment de… Alors, Sampil. C'est vrai que ce n'est pas facile. Et puis, la prochaine fois aussi, il faut t'assurer que ta connexion Internet soit de bonne qualité. C'est vrai que ouais, ta présentation nous intéressait beaucoup, mais on a perdu le fil par moment. Hein. Donc, comme Jean-Marc le disait, ce serait intéressant si on pouvait avoir une autre, si on peut s'arranger pour avoir une autre séance ou encore plus d'explications, ce ne sera pas mauvais.
Ouais, ben, vraiment désolé, ça m'a planté tout à l'heure. Depuis, j'avais une bonne connexion et là, ça m'a planté. Pas de souci. Alors, est-ce que vous avez des questions? On va ouvrir le micro. Tac, tac. Discussion. Question? Non? Allô? Allô? Oui, allez-y. On m'entend? Oui, on t'entend. Ah, ok. Merci de me donner la parole. C'est Cheikh Omar, et je profite pour dire bonjour à Marachi et à Jean-Marc aussi. La question que j'ai justement, je voulais poser cette question tout à l'heure lorsque Marachi était en train d'expliquer, chercher des sponsors et tout ça. Et je vais profiter aussi et poser la question à Sampi parce que je sais qu'il peut me répondre. Pour chercher des sponsors, il est vrai cela est aussi, il faut connaître les réalités du pays où l'on vit. C'est clair. Parce que nous, par exemple, ici en Guinée, nous avons quelques géants qui en général sont les cibles favorites des gens qui veulent créer des événements sportifs ou autres. Et ça, je vous promets, ça va dans tous les domaines, que ce soit sportif, que ce soit artistique et tout. Je prends un exemple. Nous avons Guinée Games ici, nous avons le géant Orange et tout. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que tous ces grands géants, ils sont toujours là c'est toujours eux qu'on appelle et tout, parce que les autres, les petits à côté, en général, ils n'ont pas vraiment grand-chose à offrir, parce qu'ils se disent que au lieu de venir nous voir, va voir les grands, parce que c'est eux qui vont donner quelque chose. Ma question est, comment est-ce que, pour quelqu'un qui commence, par exemple, comme Marachi le disait tout à l'heure, pour ceux qui commencent vraiment, comment est-ce qu'on amène un potentiel sponsor ou partenaire à être là à chaque édition? Par exemple, si jamais je crée, par exemple, un tournoi 3-3 scolaire, par exemple, et j'envoie le dossier et tout, et moi, je veux que ce soit quelque chose à long terme. Comment est-ce que je m'y prends pour convaincre ce partenaire? Il est vrai que le bon boulot, ça paye, mais comment est-ce que je convainc aussi ce partenaire d'être là, de même lui-même demander à être là à chaque fois, à chaque édition, chaque année, pour me supporter, pour que le plus puisse aller de l'avant, en fait? Alors, oui, on m'entend? Allô? Oui, vas-y, Oui. tu peux aller, tranquille. Alors, tout à l'heure, j'avais insisté sur le bilan. C'est-à-dire que pour pérenniser un événement, il faut présenter un bon bilan ou tout simplement présenter un bilan. Généralement, on l'oublie, mais c'est ça qui permet de commencer la deuxième édition. Au moment où on finit la première édition, dès qu'on présente son bilan, c'est l'indicateur pour la deuxième édition. Donc, il faut regrouper tous les dossiers de presse que vous avez sur votre événement. Ensuite, il faut présenter un bilan financier de l'événement, si possible. Ensuite, un bilan moral de l'événement. Ensuite, si vous l'avez, il faut vraiment que vous arriviez à expliquer à votre annonceur l'impact que l'événement a eu pour lui. Si, par exemple, à cause de cet événement, les gens ont connu sa marque ou ils sont prêts à aller acheter ses produits, ça va l'intéresser. Ou si vous avez touché une cible qui, aujourd'hui, se rend compte que cet annonceur-là est intéressé par la jeunesse ou intéressé par le sport. Que ce soit des annonceurs politiques, que ce soit des annonceurs économiques, que ce soit des annonceurs sociaux, il faut essayer de leur présenter un dossier qui les encourage à vous accompagner la fois d'après. Donc, le bilan, pour moi, est l'élément prioritaire. C'est-à-dire que dès que votre événement finit, si votre bilan est bien fait, et vous avez déjà peut-être les financements pour votre événement pour le pérenniser. Voilà, je ne sais pas si Mohamed veut rajouter. Ouais, Omar? Oui. Non, c'est très bien. Rien à dire. Je pense que voilà, c'était top. Donc, ouais, moi, je connais le calibre. Donc, c'est parfait. Voilà. Merci. Mais ça, c'est très important et c'est une bonne question. Hein, parce que généralement, si vous ne refaites pas votre événement, c'est que l'annonceur n'est pas content. On oublie souvent l'annonceur. Et l'annonceur, comme j'avais expliqué, il faut vraiment bien le cibler.
Et si on comprend déjà le rôle de son annonceur, son travail, son activité, c'est plus facile de la mener à nous accompagner. Souvent, on va voir et je l'ai vu par exemple en Guinée ou dans beaucoup de pays africains, on va voir des annonceurs, mais on ne connaît pas leur activité. Et c'est là le problème. On ne peut pas monter un dossier de sponsoring si on ne sait pas à qui on a affaire. Et c'est très important de connaître l'activité, de connaître les besoins et l'historique de la société à laquelle on va chercher, qu'on va chercher pour des fonds. Exactement. Et son objectif. Alors, je vais aller un peu plus loin. Souvent, dans les pays, vous avez des sociétés qui existent depuis un certain temps, qui sont là depuis 15 ans, et vous avez des sociétés qui viennent d'arriver. Et donc, quand vous allez vers ces sociétés-là, parce qu'il y a des sociétés qui viennent avec des projets. Je prends par exemple les sociétés minières. Vous avez deux types de sociétés. Celles qui ont déjà leurs projets, qui sont installés et qui exportent depuis longtemps et qui sont productifs. Et les sociétés qui veulent avoir des nouveaux marchés, qui font ce qu'on appelle des appels à projets pour justement séduire les politiques, pour avoir justement le droit sur des blocs d'exploitation. Mais par exemple, eux, ils ont beaucoup d'argent avec les actionnaires à mettre dans les actions sociales. Parce que l'objectif, c'est de séduire les politiques pour avoir l'exploitation minière. Et donc, quand vous avez des sociétés qui viennent d'arriver dans un pays pour des exploitations minières, elles ont un budget spécialement pour ça, pour se faire connaître, pour montrer qu'elles sont proches de la population. Et c'est là qu'il faut taper entre guillemets pour commencer. Après, les sociétés qui sont déjà en place depuis un certain temps, ben, c'est plus difficile parce que leurs clients, en fait, ce n'est pas vous. Elles sont déjà installées, elles ont déjà donné un gros chiffre d'affaires. Leur chiffre d'affaires, il y a une grosse partie qui est destinée déjà au pays pour les impôts. Donc, elles n'ont pas ce besoin de vous accompagner. Donc, il faut vraiment bien cibler sa société, son entreprise. Voilà. Donc, après, vous avez des sociétés aussi qui existent dans plusieurs pays. Par exemple, je prends Orange. On retrouve Orange en Guinée, au Sénégal, au Mali. Maintenant, le problème d'Orange, c'est qu'ils ont une politique internationale et une politique nationale, je dirais locale. Et donc, les personnes qui gèrent en fait le sponsoring dans ces sociétés n'ont pas le même rôle. Vous avez Orange qui va, par exemple, accompagner le football, mais ils ne vont pas accompagner le football de façon locale. Ils ont une décision du siège qui accompagne le football de façon internationale. Donc, ils vont accompagner une fédération internationale ou une confédération. Donc, le budget, là, sera déjà voté par rapport à ça. Maintenant, il leur reste un budget local pour accompagner les autres disciplines ou d'autres actions. Et donc, c'est sur ce budget local-là que vous pouvez vous appuyer. Donc, il faut faire attention parce que localement, les sociétés n'ont pas forcément le budget qui est vu au niveau du siège. Et ça, souvent, ça perturbe. Donc, nous, par exemple, en Guinée, Orange Guinée n'a pas localement le budget qu'il a que quand il accompagne le football. Si le football est accompagné, ce n'est pas Orange Guinée ou Orange Sénégal qui accompagne, c'est le siège qui débloque l'argent pour accompagner. Donc, localement, eux, ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc, il faut vraiment essayer de bien comprendre comment est structurée la société avant d'aller la voir. Voilà. Merci Sampil. Je marque. Poser une question. Attends, on prend la question de Mamadou et après tu réponds, Mohamed. S'il te plaît. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. D'accord. Oui, bonjour à tous. Déjà, toutes mes félicitations pour cette organisation et pour la présentation de Mohamed et Sampil. Ma question va à Sampil. Vous avez parlé à un moment donné du bilan et c'est plus une contribution parce que j'ai eu à poser cette problématique à un moment donné. C'est que le sponsor ou le partenaire, il a besoin d'avoir un bilan, comme vous l'avez dit. Mais la question, c'était comment mesurer l'impact de l'événement. D'où pour moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, on a tous intérêt à aller vers le digital, c'est-à-dire à mettre des chaînes YouTube, Instagram, Facebook, parce que si on veut quantifier l'impact, je pense que ça va être sur le nombre de vues et de likes que pour pouvoir lui faire un retour. Je pense que là, il faut qu'on progresse dessus parce qu'il faut faire la part des choses entre les organisateurs privés
qui en général peuvent être des professionnels de l'art, comme vous, qui sont des professionnels du marketing, et nos fédérations qui n'ont pas forcément, comment dirais-je, cette expertise en interne au niveau marketing. Donc, on est plus technique et organisationnel qu'au niveau marketing. Donc, sur ce, je pense que le digital va nous aider pour plus, comment dirais-je, attirer ces annonceurs. Ma dernière question, c'était, et vous en avez parlé, c'est au niveau des budgets. Comment aujourd'hui, si par exemple on veut s'approcher d'un annonceur qui nous dit qu'il a déjà bouclé son budget de l'année, comment contourner ce genre d'objection? Ça, c'est plus aux professionnels que je demande. Merci. Alors, vas-y, Sampil. Alors oui, c'est vrai qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il est très important de développer le digital. Donc aujourd'hui, comme je vais vous prendre un exemple, les fédérations n'ont pas encore réglé ce problème, mais les clubs professionnels l'ont réglé. Je prends par exemple, dans un autre secteur, le football. Je prends Barça, je prends Real Madrid, je prends Barcelone. Vous allez être étonné que le directeur de la communication digitale touche pratiquement le même salaire qu'un joueur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils recrutent et toute la communication est faite sur le digital. Je prends la NBA. La NBA ne communique pratiquement que sur le digital. Toute sa communication passe par ses médias à elle. Il n'y a pas de communication qui passe à travers d'autres médias. Les autres médias reprennent leur communication qu'ils font sur leurs médias à eux. Mais sinon, ils ne créent pas, ils ne vont pas communiquer sur d'autres médias. Donc, je pense que c'est un travail au niveau des fédérations qu'on doit faire, c'est-à-dire recruter des spécialistes du digital. Si on n'a pas de spécialistes du digital, on n'y arrivera pas. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus communiquer comme avant. Le problème des fédérations, elles doivent sortir de leur logique institutionnelle pour partir vers des privés. Et c'est un peu le problème qu'on a dans nos pays, surtout francophones et d'Afrique de l'Ouest, où on ne s'appuie que sur des logiques institutionnelles. Et comme vous l'avez dit, le digital est une solution. Maintenant, comment séduire un partenaire qui a déjà envoyer la moitié de son budget ailleurs? Après, ça dépend de la cible. Si vous allez le voir et que votre événement n'a pas d'impact direct sur ses actions à court terme, il va vous renvoyer l'année prochaine. Mais si, par exemple, il a une activité où il a un besoin de 6 mois à venir et que votre événement tombe à point, il trouvera les moyens de le débloquer. Après, la plupart du temps, et on l'oublie souvent, les sociétés ont aussi des fondations, des actions sociales, et c'est l'argent là-bas qu'on peut récupérer aussi. Voilà. Ou tout simplement, s'ils disent que c'est sur l'année prochaine, eh bien vous pouvez déjà budgétiser sur ce budget-là l'année prochaine. Et donc là, préparer l'événement. Et généralement, quand on présente un événement, honnêtement, c'est 6 mois, voire 1 an avant. Généralement, si vous ne présentez pas votre événement 6 mois, 1 an avant, ça va être très compliqué de pouvoir bénéficier des subventions. Parce que les subventions des sociétés sont faites la plupart du temps, elles finissent au mois d'octobre, novembre. Ils connaissent déjà leur budget pour l'année d'après. Donc, il faut toujours présenter ces projets, soit vers le mois de mai, juin, ou soit carrément en début d'année. Voilà. Après, je ne sais pas moi-même. En fait, tu as répondu parce que j'avais oublié tout à l'heure, les fondations qui ont des gros budgets. Et comme le basket 3-3, surtout lorsqu'on démarre avec des petits tournois, il y a un fort caractère social. On peut plus taper dans les fondations que dans des investisseurs qui vont venir mettre un gros budget pour un petit tournoi, excusez-moi d'expression, un tournoi de quartier, un tournoi de club. Alors que parfois, on sait que dans des actions, il y a la mixité, il y a les filles, il y a l'implication des jeunes. C'est un fort caractère social et on peut vraiment récupérer du budget de fondations d'entreprise. Voilà, c'était juste la parenthèse, Sylvain. Merci. Merci, Mohamed. Et oui, juste pour la dernière question aussi, Sampil a bien répondu. Et moi, je rajouterais juste que même si la société a déjà validé son budget de l'année, il ne peut rien faire. Comme Sampil l'a dit, hein, si vous avez tout essayé, vous ne pouvez rien et qu'il vous envoie sur l'année prochaine, invitez-le à l'événement. Invitez-les à l'événement et
voilà, vous faites leur une petite, je sais pas, une petite proposition, quelque chose qui leur soit gratuit, mais pour montrer votre, pour leur montrer votre intérêt pour pouvoir travailler avec eux sur l'année prochaine. Ça aussi, ça peut les motiver à pouvoir vous accompagner. Alors, ok. Olivier, je ne sais pas si tu es avec nous. Oui, je suis là. Oui, Jean-Marc, tu disais? Oui, donc là, on a un petit problème de timing. Il ne reste plus que 13 minutes. Oui, normalement, il reste 13 minutes. Non, je ne pense pas que tu puisses présenter. Voilà, on va mettre ça à la prochaine séance. Ça marche. Ou bien tu peux présenter? Non, ça va aller trop vite. Voilà. Je vais aller trop vite. J'avais préparé pour 25 minutes. Donc OK. Donc, je pense bien qu'on va continuer dans la séance de questions-réponses. Voilà, à moins que Sampil veut continuer un peu plus. Oui, effectivement, puisqu'il disait qu'il manquait un peu de temps, s'il peut approfondir certains sujets. Allô, Sampil? Ou bien si Sampil a des problèmes de connexion, on peut voir avec Mohamed aussi, qui a dû faire sa présentation en 20 minutes. Je pense bien qu'il peut avoir des sujets. Allô, Mohamed? Oui, je suis là. Olivier, moi, je vais juste rebondir par rapport aux questions pour peut-être amener des éclaircissements, parce que ça, c'est hyper important et c'est les choses qui reviennent souvent. Hein, c'est vrai que nous, on est un peu dans le milieu. Pour nous, c'est simple d'avoir un bon dossier de presse, une belle présentation, de connaître un peu la stratégie. D'accord? C'est pour ça que je dis chacun a son métier. Celui qui construit la voiture, qui l'habille, ce n'est pas lui qui la vend. D'accord? Et c'est pour ça que n'hésitez pas, et c'est ce que souvent je demande, et moi j'ai cette chance d'avoir des étudiants autour de moi. Je pense que dans toutes les villes, dans toutes les communes, dans tous les pays, maintenant il y a des écoles de commerce, il y a des écoles de management du sport, et il y a des étudiants qui sont très forts dans le marketing, qui sont très forts dans le digital, et qui sont demandeurs de s'associer à vous, et qui vont vous coûter zéro, on va dire 0 €, 0 $. Donc, c'est pour ça que si vous maîtrisez ces sujets, c'est bien, parce que parfois, moi, je vois même chez nous au Maroc, même des ligues par rapport aux moyens financiers, par rapport aux ressources humaines, ils n'ont pas de la compétence. Et surtout, c'est quelque chose de jeune, c'est quelque chose de nouveau. Le digital, c'est quelque chose de nouveau. Donc, parfois, on voit, excusez-moi de l'expression, il y a un décalage entre les gens qui décident, et c'est une richesse aussi, hein, qui ont un certain âge et qui ne maîtrisent absolument, c'est pas leur truc, le digital, c'est pas leur truc, le Facebook, l'Instagram. Mais parfois, on voit des jeunes, 18, 19 ans, qui sont des flèches. Et moi, j'ai vu, alors je sais pas si c'était en Tunisie ou dans un autre pays, où c'était des jeunes d'une équipe nationale qui s'occupaient de l'Instagram de l'événement. Et ça, c'est hyper important. Là, on donne à un autre côté aussi à l'implication de nos jeunes. Et juste pour dire, voilà, pour rassurer les gens, pour aller chercher le partenariat indirect du coin qui va nous aider sur la logistique, pour l'eau, pour les t-shirts, pour les médailles, voilà. Mais dès qu'on monte en puissance ou dès qu'on monte un petit peu au niveau des besoins, où on a besoin d'un grand budget, il faut qu'on se rapproche, où il faut qu'on soit accompagné par des étudiants. Ça, c'est hyper important. Et la deuxième chose, et la dernière, sauf s'il y a des questions, n'hésitez pas à commencer par le partenariat indirect. Le partenariat indirect, c'est quoi? C'est j'ai un cahier de charge, je vais voir un partenaire et tout de suite, je le rassure. Je dis, moi, je ne veux pas d'argent. Parce que ça, c'est hyper important. Dans nos sociétés, surtout, je vois, parfois les gens, ils ont peur de donner de l'argent, surtout s'ils ne vous connaissent pas. Vous leur dites, nous, dans un premier temps, on ne veut pas d'argent. On a un cahier de charge, on a le cahier de charge alimentaire, on a le cahier de charge hôtellerie, on a le cahier de charge logistique, on a le cahier de charge, on a la ligne budgétaire, récompense. Nous, on ne vous demande pas de nous donner un budget, on ne vous demande pas de nous donner 1 000 $, mais est-ce que vous pouvez prendre en charge cette facture? Comme ça, le partenaire, il est rassuré, il dit voilà, eux, ils ne demandent pas de l'argent. Et après,
il faut avoir sa confiance. Il voit que vous êtes sérieux. Comme il a dit tout à l'heure, Simpel, vous faites le bilan avec lui. Vous faites un petit. Le bilan, ça ne veut pas dire que vous allez vous justifier. Vous allez juste faire un bilan pour montrer que les choses, elles sont structurées, elles sont organisées. C'est du sérieux. Et vous verrez que la deuxième année, parce que moi j'ai dit le partenariat, il se construit progressivement. La deuxième année ou la troisième année, là, vous pouvez aller à la phase où il va vous demander des finances, parce qu'il y a des lignes budgétaires, à un moment ou l'autre, il faut quand même des finances. Donc ça, c'est ce que souvent, j'encourage les gens qui démarrent, partenariat indirect. Nous, on vient de faire un tournoi, ça fait même pas 2-3 jours à Meknes, et puis moi, j'étais étonné parce que la personne, elle n'a jamais osé, elle m'a dit, bah, je suis allé voir les gens, il y a un qui m'a pris les médailles, l'autre, il m'a pris les t-shirts, et l'autre, il m'a pris les packs sandwich de l'eau. Il m'a dit, bah, super. En fait, c'était une association, hein, ce n'était pas un promoteur privé, hein, parce que souvent, lorsqu'on démarre des associations, c'est plus dans un but non lucratif. Donc ça, c'est important de s'appuyer sur le partenariat indirect. Voilà, Olivier, sauf s'il y a des questions. Oui, il y a une question de Loubna. Merci, Mohamed. Loubna, tu t'ouvres le micro. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Alors, déjà, merci pour le choix des thématiques. Moi, ma question, elle va reposer sur Drills. Je vais poser une question à Jean-Marc. Je sais que Drills, je suis ce que vous faites. Je fais un petit tour sur Facebook de tous les événements que vous faites. Je sais que le fait d'associer Mohamed Deid Oumar, le partenariat et le business et sport business, je crois que c'est ce que fait Drills, si je ne me trompe pas. Donc, elle associe les partenaires privés, les PPP et tout ce qui est sport business. Et je veux avoir une idée sur comment vous fonctionnez, comment vous avez créé votre structure, parce que ça inspire déjà et ça donne une idée sur le développement du 3-3 et le développement déjà des compétences du basket africain. Et ce que vous faites m'inspire pour qu'on puisse le multiplier. Je ne sais pas, c'est une idée de s'inspirer de ce que vous faites pour pouvoir faire des drills au Maroc ou des drills partout en Afrique. Mais moi, ça m'inspire beaucoup ce que vous faites et je suis très, très intéressée par comment vous avez créé votre structure, comment vous vous êtes inspiré pour la faire et que vous vous appuyez bien sûr sur la FIBA. Je vois que la FIBA, elle soutient l'énorme travail que vous faites. Et voilà, donc je veux bien avoir une petite idée sur comment vous l'avez fait, comment l'idée est venue, comment vous avez pu rassembler votre potentiel ressources humaines que vous avez, comment vous faites le tour de l'Afrique et comment vous avez vraiment impulsé le basket 3-3 sur l'Afrique. Et merci Jean-Marc. Merci Loubna. Alors, merci pour ce retour. Comment nous est venue l'idée? Moi, j'avais commencé déjà le 3-3 en France en faisant des activités comme tout le monde parce que je suis ancien basketteur. Jean-Marc, le micro, le volume n'est pas bon, s'il te plaît. Parce que je suis ancien basketteur et j'ai adoré le basket. Donc, je suis tombé dans le 3-3 parce que c'est des amis qui m'ont invité. Et j'ai vu ce que c'est. Après, je me suis déplacé dans d'autres pays, plus précisément à Penang, en Malaisie, voilà, et à Singapour. J'ai vu ce qu'ils organisaient. Je me suis dit, bah, tiens, ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans nos pays, en Afrique et ailleurs. Et une fois que je suis rentré en France, j'ai commencé à réfléchir avec des amis. Et en fait, ce qui m'a vraiment impulsé pour lancer le projet en Afrique, c'était le fait qu'on n'ait pas en 2019, qu'on n'ait pas de pays africains qui soient qualifiés au TQO ni au JO. Et je me suis dit, ben, pourquoi? Et la réponse qu'on a eue, c'est qu'on nous avait dit qu'il n'y avait pas assez d'activités 3-3 en Afrique. Alors, je me suis dit, ben, OK, ben, si c'est que ça, dans ce cas, OK, ben, on va le faire. On va se mettre à l'œuvre, on va faire des activités de qualité FIBA, on va faire des événements 3-3 de qualité FIBA.
qui permettent aux fédérations de le faire d'eux-mêmes, leur montrer le peu que nous on sait, ce qu'on sait faire du 3-3 et quelles sont les activités qu'on peut mettre en place, que ce soit au niveau des activités 3-3 FIBA, que ce soit ou l'organisation en elle-même. Et c'est là où a commencé la structuration du projet Afrique. Et en fin 2019, on avait commencé à préparer je crois que c'était juillet 2019, commencer à préparer sur Lomé. Et on a commencé le premier événement, je crois que c'est le 24 janvier 2020 à Lomé. C'est là où on a fait le premier projet. Et au fur et à mesure, on a commencé à évoluer, à modifier, à rajouter, tout en gardant notre principe de base, c'était la formation qui est très importante parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens reprennent, fassent ce qu'ils doivent faire, travailler d'eux-mêmes, soient auto-indépendants. C'est-à-dire qu'une fois qu'on finit, les fédérations doivent avoir les moyens pour refaire l'événement eux-mêmes, développer les activités, parce que plus il y aura des activités, plus ils auront des points, plus on pourra être qualifié aux compétitions FIBA. Donc, c'est pour ça que le projet Drills a été conçu ainsi. La formation, le spectacle et l'événementiel. Et le 3-3, évidemment, parce qu'on s'est dit, c'est simple, pour avoir de gros tournois, pour avoir plus de points, il faut ramener des équipes étrangères. Il faut ramener des joueurs qui ont de gros niveaux, qui ont de gros points et qui sont connus de manière internationale. Et c'est ce qu'on a mis en place depuis 2020. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée. Et c'est de là qu'est venu le projet, le concept Drills Basket House, PBH, qu'on a réellement mis en place en janvier 2020. Sachant qu'on faisait déjà des événements de très gros niveau depuis 2018-2019 à Paris. J'espère que j'ai répondu à la question, mais après, s'il y a oui, merci beaucoup. Jean-Marc, oui, parce que j'apprécie vraiment ce que vous faites et j'apprécie ce maillage de sport, art, show et formation aussi, et formation de joueurs et formation d'organisateurs. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci. Et merci à Olivier, merci à Mohamed et merci à Oumar. Merci à tous. Merci. Jean-Marc, oui, voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre présentation. Je pense bien que le temps nous a été imparti est arrivé à ce terme. Oui. Nous allons clore cette présentation aujourd'hui. J'aimerais juste rappeler que la prochaine présentation sera pour le 15 juin. Jean-Marc? Oui, je suis là. Voilà, ça sera pour le 15 juin. D'ici là, je souhaiterais que les gens finissent de remplir le fichier que j'ai mis dans le fil de discussion afin qu'on puisse leur envoyer la vidéo de cette présentation-là et aussi leur envoyer personnellement les invitations pour le 15 juin. Jean-Marc, si tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine. Oui, alors justement pour le 15 juin, je vais voir avec Sampil pour qu'il puisse compléter ce qu'il avait voulu faire aujourd'hui. Puisque c'est vrai qu'on a pris un peu de retard sur notre planning, donc c'est pour ça que je les ai laissés travailler jusqu'au bout. Mais je pense que s'il manque encore une 30 minutes, à peu près, on peut lui accorder pour la prochaine séance, si ça te va, Olivier. Oui, pas de problème. OK. De ce part, je tiens à féliciter Mohamed, Sampil et Jean-Marc pour cette présentation. Grâce à eux, on a eu beaucoup d'informations sur le sponsoring et les partenariats qu'il faut tisser pour pouvoir organiser un événement 3x3. Et j'espère que ça a été beaucoup utile pour beaucoup d'entre vous parce qu'aujourd'hui, c'est la clé de beaucoup de choses en Afrique. Le manque de sponsoring et le manque de partenariat font que nous avons très peu d'activités 3x au niveau du continent. Et j'espère qu'avec ces genres de formations-là, à la longue, on saura comment présenter des dossiers, on saura comment monter du moins des dossiers de partenariat et de sponsoring pour pouvoir permettre le développement de cette activité-là en Afrique. Sur ce, je remercie tous ceux qui ont assisté à cette présentation et je dis merci. Et rendez-vous pour le 15 juin. Voilà, merci, donc sur le 15 juin,
On va vraiment travailler sur cette partie-là, comme tu as dit, Olivier. Sur vraiment comment préparer le dossier jusqu'à fond. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.